Bonjour, mesdames, messieurs, et bienvenue à un autre épisode du Soundcheck Podcast Studio en direct du studio de TVC Basse-Lièvre. On est en Outaouais parce que cette année, tout au long de l'automne, je vais faire de la rencontre de personnalités publiques, d'humoristes, de vétérans et de militaires des Forces armées canadiennes. Et cette saison, ben, c'est ce que je vous présente. On va être un petit peu dans le plaisir. Ça reste toujours un podcast humoristique, mais vous allez avoir des grandes confidences. Très content que vous soyez là. On va être diffusé sur TVC Basse-Lièvre du lundi au jeudi 21h et vérifier la programmation pour ma TV. Au niveau régional. Aujourd'hui, on rencontre, et d'entrée de jeu, merci d'être là, Roger Chabot. Roger est un vétéran des Forces armées canadiennes, un ancien du régiment, du commando, un ancien du régiment aéroporté. Il va nous parler de ça. Mais avant de commencer, Roger, la première chose que j'aimerais te poser comme question, c'est quoi un vétéran? T'es un vieux gars. On a tendance à penser que ça appartient aux vieux, oui, ça. Écoute, tout le long de notre jeunesse, on a toujours regardé les vétérans de la Deuxième Guerre mondiale, les vétérans de la Corée. Le 11 novembre, on voyait nos vétérans sortir des armoires pleines de poussière avec des médailles. Mm-hmm. Et puis qui se formaient sa parade. Ça, c'était ça, un vétéran, quand nous, on a grandi. Puis à travers les années, ces gens-là ont commencé à disparaître. Parce que les générations s'évanouissent. Les gars de la première, de la deuxième, la guerre de Corée. Exactement. Il ne reste pas beaucoup? Non, très peu. En fait, les vétérans de la Deuxième Guerre mondiale sont pas mal tous centenaires, c'est ceux qui restent, ou bien proches d'être centenaires. Ouais. Puis la Corée, il y en a moins de vétérans de la Corée, puis ils sont pas bien plus jeunes. Non. Peut-être 5 ans plus jeunes. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'était comme une couple d'années plus tard. Ouais. Mais un vétéran, c'est quelqu'un qui a servi dans les forces canadiennes. La définition d'un vétéran, c'est comme si on va by the book, par le livre. Oui. On est à l'aise avec. On est à l'aise avec. Bilingue, oui. Right, on est à Gatineau. On est dans un pays bilingue. Ah ouais, c'est ça. Hein? Fait que si on va by the book, la définition d'un vétéran, c'est quelqu'un qui est rentré dans les forces canadiennes, qui a signé sa ligne, puis qui a fait son cours de recrue. Qui a réussi son cours de recrue. Qui a réussi son cours de recrue. Ça, c'est un vétéran. Ça, c'est un vétéran. Je trouve ça important de le dire parce que dans notre communauté, on est bon pour se diviser. On est bon pour faire la ségrégation. Ouais. Puis, il y a un sentiment que je vais dire haut et fort avec beaucoup de vétérans et vétéranes, c'est qu'on pense que ce qu'on a fait, de ce qu'on a accompli, c'est pas suffisant pour exister comme vétéran. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a fait plus que toi. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est allé plus loin que toi, qui a eu un grade plus haut, qui a eu des plus grandes responsabilités, puis on oublie qu'on fait tous partie de la même famille, la famille des vétérans, et que si on continue à se diviser avec ces différences-là, on n'arrivera jamais à pouvoir exister collectivement. C'est ma pensée à moi. Écoute, Steven, tu lis ma pensée. Parce que moi... J'ai eu beaucoup d'expositions à plusieurs métiers dans ma carrière. Tu veux-tu les nommer? Écoute, je suis rentré comme fantassin, right? Ouais. Mais en 2003, fin 2002, début 2003, j'ai changé de métier pour technicien d'imagerie. C'est là que j'ai connu ma femme, comme ça, puis plus tard. Et puis, mais il faut que je recule encore. C'est bien correct. C'est bien correct. Avec les vieux, c'est ça qu'on fait. C'est ça qu'il y a, on a des blancs de mémoire. J'ai joué les forces comme au 22. Oui. 22. J'ai fait ma première année au 3e bataillon, qui aujourd'hui, Mike en a parlé, qui est aujourd'hui le 1er bataillon, au 314 à Valcartier. Right? Moi, je vais te poser la question. Est-ce que le 3e bataillon est né du déploiement de l'Allemagne ou il existait avant le déploiement de l'Allemagne? Il existait avant. OK. Il s'appelait le 3e. Oui, il s'appelait le 3e bataillon. Il était situé à Valcartier. Oui. Et lors de la mission alors en Allemagne, là, vous avez créé un groupe là-bas. C'est tout ça? Est-ce que j'en comprends? Comment c'est créé le commando? Là, tu veux parler du régiment aéroporté? Oui. OK, bon. Est-ce que ça existait à l'intérieur? Parce que tu m'as posé 2 questions en une. C'est vrai. La première, moi, je vais répondre à ta première. Okay. Fait que le Royal 22e Régiment a 3 bataillons. Right? Ils ont toujours eu 3 bataillons. En tout cas, dans les années où moi j'ai servi. C'est certain. Il y en a encore 3. Oui, il y en a encore 3. Il y en a un 4e.
Ouais, la milice, puis le 6e. C'est vrai. Ouais, le 6e. Okay, on est à 5 bataillons. Wouh! OK. Ils sont pas gros. Non, ils sont pas gros. Il y a des gros, mais ils sont pas gros. Tu vois, ça se fait plus, ce joke-là. On peut se faire ça, hein? Ça, c'est pas vrai. C'est tout fucking... Okay. On a le droit. On a le droit? Mais oui, on a le droit. Le gros. Tout le monde comprend que entre nous autres, on se comprend. Parce que nous autres, toujours appeler mes chums le gros. Hey, le gros. Mais on ne peut pas dire la grosse. On va en parler de cette culture-là en tout cas, on dévie. Ouais. Le 2e bataillon, c'est la maison mère, la Citadelle. Ouais. Le 1er bataillon, à l'époque, était en Allemagne. Ouais. Marc a servi dans le 1er bataillon en Allemagne. Puis le 3e bataillon, c'était le bataillon qui était vraiment basé à Valcartier, là, au Building 314. Ouais. Moi, fait que le 2e bataillon était aussi à Valcartier, mais passait l'été plus à Citadelle. Ils font la garde en rouge. Ouais. Mais les exercices d'hiver, l'entraînement de champ, c'était la bâtisse à côté du 3e bataillon. Quand le régime, là, on va monter maintenant à 1995, quand le régiment aéroporté a été démantelé par décision politique, ben là, il a fallu rapatrier les parachutistes dans chacun de leurs régiments respectifs. Poum, je cogne le micro. Parce que dans le commando, il n'y avait pas juste des fantassins. Ben, c'était comme le commando, c'était comme une formation de combat là, avec une compagnie d'artilleurs, des ingénieurs, des blindés aussi. On était autosuffisants. C'était un battle group, on dit en anglais. Là. Fait qu'on pouvait déployer, il y avait le Airborne Regiment, puis il y avait le Airborne Battle Group. Fait qu'on avait du monde qualifié parachutistes qui n'étaient pas des fantassins. Ouais. Tu avais aussi les métiers de service, les polices militaires. Il y avait plusieurs métiers qui étaient qualifiés parachutistes qui faisaient partie de cette organisation-là, qui était la Special Service Force, Force d'opération spéciale à Petawawa. Bon, ben, quand le régiment, lui, a été démantelé, il n'y avait plus de raison d'avoir un SSF, une brigade SSF. En démantelant le régiment, on démantelait la brigade SSF. Te rappelles-tu politiquement, c'était quoi la décision pour avoir démantelé le... Il y en a sûrement un jour, on pourrait faire un podcast rien que là-dessus pendant des heures. Rapidement, c'était dérangeant? On était dérangeant. Écoute, ça faisait plusieurs années que le régiment était sous le radar. Pour des comportements? Pour différentes raisons, discipline, et puis aussi parce que ça coûtait cher. On trouvait des prétextes pour pouvoir se débarrasser d'un régiment qui coûtait cher dans une époque de guerre froide, où il n'y avait pas vraiment de mission pour ce régiment-là. C'était pas populaire. C'était pas populaire. Ils ne savaient pas quoi faire avec nous autres. Sérieux. On était entraînés pour nous autres pour déployer dans tous les climats. Un peu comme on parlait de Seesaw aujourd'hui. Ouais. Bon, le régiment aéroporté. Tu veux expliquer aux gens c'est quoi Seesaw? Tabarnak. Oh, sorry. Seesaw, je ne sais pas en français. Ça fait partie des forces spéciales. Ça fait partie du CANSOFCOM. C'est un régiment d'opération spéciale. Le régiment d'opération spéciale canadien. Oui. Donc, vous avez le GTF-2 qui est les forces spéciales et il y a d'autres groupes de forces spéciales et le Seesaw est une unité en fait qui fait partie des forces spéciales. En plein ça. Puis le Seesaw, le rôle du Seesaw aujourd'hui est un peu comme j'imagine, c'est un peu la place où tu vas préparer du monde pour aller à GTF-2, j'imagine. Beaucoup. Fait qu'il était un peu... Ou ceux qui n'ont pas rencontré les standards ou à cause d'une particularité de personnalité se faisaient refuser GTF-2 et après ça, on leur proposait... Ce serait bon pour ça. Exactement. Cette unité-là qui est une unité des forces spéciales. C'est pas un sous-groupe, loin de là. Les capacités de cette organisation-là sont extraordinaires. C'est la dernière ligne de défense de notre pays. Et je salue les hommes et les femmes qui servent à ce régiment-là. Oui, moi aussi. Moi aussi, parce que dans notre génération ou dans notre époque, c'était ça. Le rôle du régiment aéroporté était le rôle que ce régiment-là a aujourd'hui. Là, on comprend mieux. Merci Roger, parce que on parle souvent, OK, le commando, on parle du régiment aéroporté, mais c'est difficile des fois de comprendre que justement, c'était une unité en soi avec tous les autres éléments. C'était pas juste des fantassins. Non, c'était avec tous les soutiens, le soutien qui va avec, logistique et tout. Pourquoi tu penses que les militaires et les vétérans, on aime ça se comparer? Pourquoi on a cette culture-là de rabaisser quelqu'un qui est dans un autre élément, la marine, l'Air Force? Écoute, je pense que c'est une culture qui est multigénérationnelle, premièrement. C'est pas seulement lié à une génération.
plus que moi, je me plonge dans l'histoire, plus que je me rends compte que ce conflit-là a toujours existé, que ce soit entre les vétérans de la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, puis j'en ai rencontré beaucoup qui s'entendent pas même entre eux autres. Ouais. Right? Est-ce que toi, tu as été rabaissé par quelqu'un de la guerre de Corée? Non, j'ai jamais été rabaissé parce qu'on n'est pas de la même... je pense qu'on est d'une époque différente. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que à l'intérieur des forces canadiennes, on a toujours l'impression qu'il faut qu'on prouve qu'on est meilleur que les autres. Il faut que tu prouves, tu as quelque chose à prouver. On a toujours l'impression qu'on a quelque chose à prouver. Puis, spécialement nous autres, les Canadiens français, on a toujours ce poids, ces épaules, on a l'impression qu'il faut qu'on prouve qu'on est meilleur que les Anglais. Pourquoi? Ben, écoute, ça date de... Parce qu'on s'est fait conquérir? Parce qu'on s'est fait conquérir, peut-être. Parce que aussi, peut-être, comme Canadiens français, on n'a pas... On est une minorité? On est une minorité, puis on n'a pas été, justement, apprécié à notre juste valeur pendant tant d'années. C'est drôle que tu dises ça. C'est vrai, on n'a pas été apprécié à notre juste valeur, mais on a toujours été considérés comme des combattants extraordinaires. Oui, exactement. Et des combattants versatiles, oui. des combattants qui étaient capables de penser à l'extérieur de la boîte, parce que beaucoup de militaires au Canada anglais, on va dire c'est des yes men dans notre langage à nous autres, mais ça ne réfléchit pas, ça l'obéit aux ordres indépendamment des conséquences ou même d'un ordre illégitime. Moi, je vais aller jusque-là. Oui, je pense que notre compréhension comme Canadien français de la loyauté n'est pas la même. Elle est plus forte la nôtre ou plus faible? La nôtre, on parle de loyauté ou de réponse aux ordres. Ouais. Comme tu dis, c'est plus dans notre culture de questionner la légitimité d'un ordre ou de se demander, ça fait pas d'allure cette affaire-là, c'est une affaire de fou, ici, on fera pas ça de même. C'est l'expression qu'on entendait souvent, on ne travaillera pas en anglais. Ouais. Hein, mais sinon, ça va travailler carré. mais je pense que c'est quelque chose que... man, c'est pas le Canadien français qui a été conquis, premièrement. C'est ça l'affaire que des fois on oublie. Vas-y. Le Canadien français n'a jamais été conquis. C'est la France. C'est l'armée française qui a été conquise. Puis les Français sont partis avec la queue entre les deux jambes. Puis ils ont laissé leur colonie. Ils ont abandonné leur colonie. Puis ces gens-là, ces Canadiens français-là, c'est nos ancêtres, ont toute leur vie, c'était des hommes, c'était du monde débrouillard, c'était du monde aventureux, c'était du monde qui avait peur de rien. Ouais. Et on vivait défricher des terres pour cultiver, agrandir, explorer des territoires. Travailler plus fort que les autres. Travailler plus fort que les autres pour survivre. Attends un peu, je t'amène une piste de réflexion. Ouais. Tu sais, un enfant qui a été abandonné, là. Un enfant qui a été placé en famille d'accueil, un enfant que les parents sont décédés, il a besoin. En fait, c'est pas vrai qu'il a besoin. C'est la volonté de produire, puis de produire plus que les autres, t'amène un peu d'attention, de l'affection. Avoir de l'attention. Ouais. Fait que je me demande si, justement, le fait qu'on soit des abandonnés, des oubliés, ça fait pas partie dans notre ADN d'en faire plus que les autres pour dire, tu sais quoi, on m'a abandonné, mais c'est pas parce que je manque de valeur. On parle haut et fort pour dire qui on est. Ouais. C'est sûr qu'on est une minorité, on est une société distincte dans un Canada anglais, puis on peut en témoigner qu'on a été victime. Je vais appeler ça du racisme, mais il y en a qui vont me dire non, c'est pas du racisme, mais d'être diminué au Canada anglais dans des fonctions militaires, c'est arrivé plus qu'une fois. T'as-tu un exemple? Ben oui, j'en ai plusieurs. Ça m'aurait surpris, là. Ouais, c'est ça, là, écoute... Ben, OK, déjà là, le Royal 22e Régiment, quand il a été formé là, au début, c'était le bataillon de Canadiens français. C'était pour la Première Guerre mondiale. Les Canadiens français sont allés au combat pour prouver qu'ils étaient capables. Le 22e bataillon. Le 22e avant bataillon. d'être royal. C'est ça. Ouais, t'as raison. On n'a pas gagné nos notes de Non, pas encore. Le 22e bataillon, right? Il fallait qu'on prouve qu'on était aussi bon, sinon meilleur que les autres, pour avoir le droit d'exister. Entre les deux guerres, ce bataillon-là, il a fallu qu'ils survivent. Puis c'était quand ils sont rentrés à Citadelle, pas
Paul Triquet, c'est un nom qu'on connaît au Royal 22e Régiment, c'est un héros de la Croix-Victoria. Mais Paul Triquet était un jeune sous-officier entre les deux guerres. Puis il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que c'est lui qui a commencé à traduire les plans de leçons pour les armes en français. Que l'instruction soit donnée en français au lieu d'en anglais. Paul Triquet a contribué beaucoup à ça, à la traduction des instructions de la drill en français puis tout. Aujourd'hui, on a des lois par rapport à l'instruction, même dans les forces armées canadiennes. Puis il y en a qui vont s'arracher les cheveux de sa tête, qui vont dire « Moi, j'ai pas eu de cours en français, j'ai eu du French Assist ». C'est vrai, l'armée n'est pas encore rendue là pour tous les cours. Non, pas pour toutes, non. Parce que, par exemple, dans le métier d'imagerie, il y a beaucoup de cours qui sont French Assist. Puis c'est très... Intelligence? Ça fait pas de... Mais non. Alors, ça fait pas de sens. Puis tu sais, on tombe sur un autre sujet, mais combien n'ont pas eu de chance égale d'avancement parce que justement, travailler dans leur langue seconde et d'être évalués dans leur langue, dans leur travail par du monde qui parlent pas la même langue. Comment tu peux voir l'efficacité du Canadien français dans ça? Au régiment aéroporté. Tu comprends-tu? Dans les fonctions. Exactement. Mais il n'est pas dans sa langue première. Je m'excuse. Le régiment aéroporté, c'était l'exemple parfait de ça. Parce que nous, on est une gang de 22 francophones. Premièrement, moi, j'ai fait mon cours de para en anglais. En quelle année? En 1985. C'est très joli. Oui, t'as parlé de... J'avais 7 ans. Ouais. Puis j'arrive on était 4 22 francophones sur un cours en anglais. Oui. Puis là, je me souviens, l'adjudant-chef nous avait demandé « Ça vous dérange-tu d'aller sur un cours en anglais? » Il dit « Pas de trouble, adjudant-chef, on l'a l'affaire. Ouais. Envoyez-nous, ça va être gaulé. » Ben, tabarouette, moi, je me suis rendu compte vite fait parce que j'étais déjà à moitié bilingue. Je savais même pas. Parce que t'arrives à l'école de para, puis il dit « You take your fucking rucksack and you fucking place it there. » And then you take your fucking helmet and you fucking put it there. Si t'avais pas sacré, je t'aurais pas cru. Excuse-moi. T'aurais pas été crédible. De F-word, right? Fait que là, je dis tabarouette, j'ai compris. Ouais. Fait que si tu dis F, le mot F à tous les 2-3 mots, ça te donne le temps de penser au reste, right? C'est la fraction de minute que t'as besoin pour réfléchir. Là, ben, t'es à moitié bilingue, right? Ouais. En tout cas, c'est une blague à passer. Toutes les terminaisons de tout ce qui est équipement, les mots de vocabulaire, tout appris ça en anglais. Il a fallu l'apprendre en anglais. Ah oui. Les mots de commandement dans l'avion, c'est en anglais. Je pense que c'est 10 ans après le début de ma carrière qu'on a commencé à utiliser des termes en français comme instructeur, là, que nous donnait des plans de leçons avec des termes francophones. Ouais. Puis souvent, on changeait ça pour l'anglais. Écoute, puis même, tu vois, il y a un avantage à être bilingue. Parce que c'est pas juste un désavantage d'être Canadien-Français. C'est un avantage, un atout même, je dirais. Parce que devenu bilingue, il y en a beaucoup, c'est malgré eux, mais moi ça me dérangeait pas de devenir bilingue. Ouais. Écoute, ça a été un avantage incroyable dans ma carrière. Puis dans ma vie de tous les jours, c'est un avantage. Puis ça m'ouvre aussi, ça me donne une ouverture d'esprit. Parce que là, quand je suis parti du régiment aéroporté, là, puis là, on va sauter des années. Ouais. En 1994, on est revenu de la Somalie. Le régiment est sur la corde raide. Et puis, moi, je suis sur ma 9e année au commando. Ouais. Puis là, ben, je me fais dire par mon adjudant-maître, c'est le temps là, que tu ailles projeter ta carte ailleurs. J'ai un argument avec... Ça voulait dire aller partager tes compétences. Exactement. Sors du régiment, va faire ton temps dans un bataillon, puis tu reviendras. C'était pour te partager ton expérience. En fait, oui, mais moi, je le comprenais pas, moi, dans ce temps-là. C'était pas expliqué? Non, parce que moi, tout ce que j'ai compris, c'est que vous voulez plus de moi. Puis là, en plus, il m'envoyait, il me donnait un posting que j'avais pas demandé. Tu sais, on avait nos préférences, tu viens, le 1, 2, 3. Ben, le choix qu'il me donnait n'était ni dans le 1, ni le 2, ni le 3. Fait que là, j'ai dit, adjudant-maître, j'ai dit, je mérite pas ça. Ouais. J'ai dit, moi, je suis ma 9e année ici au régiment aéroporté. J'ai toujours tout fait, j'ai versé mon sang, mais j'ai pété toutes mes os de mon corps. J'ai tout fait ça, puis vous me donnez même pas un des choix de posting que j'ai. Ouais. Puis là, je me fais dire, Chabot, c'est ça que c'est, sors de mon bureau, Christ ton cœur. Mais ça ne passera pas de même. T'es un soldat, ferme ta gueule. Ça ne se passera pas de même, adjudant-maître. Je me suis senti comme, c'est quoi cette affaire-là? J'ai marché au bout du corridor. Au bout du corridor, c'est l'adjudant-chef. L'adjudant-chef du régiment, dans le temps-là, c'était un PPCLI. C'est l'adjudant-chef Stevens. J'ai cogné à la porte de l'adjudant-chef.
Puis là, il dit Chabot. Puis quand ça fait un bout de temps que t'es à la bonne place, tout le monde te connaît, right? Ouais. Elle dit chef, peux-tu vous parler? What do you want? J'ai dit, moi, je veux rebadger PPCLI. Il me regarde. De régiment d'infanterie au régiment d'infanterie canadien-français. Canadien-anglais. Oui, c'est ça. Canadien dans l'Ouest, right? Oui. Parce que moi, je voulais aller. Mon rêve, c'était d'aller dans l'Ouest, à Edmonton. C'est un de mes choix, je voulais aller à Edmonton. J'avais pas le grade pour aller à l'école de para. OK. Et là, il voulait m'envoyer. Parce qu'il demandait caporal-chef en montant dans ce temps-là? C'était sergent en montant. J'étais caporal-chef. Ouais. Fait que là, il dit. Là, quand je dis ça, il dit ferme la porte. Tu peux parler en anglais. Hein? Je peux-tu dire? Ben oui, tu peux. Mais là, close the F door, all right? Parce qu'en anglais, il faut y aller toujours un F, oui. OK? Fait que... Et là, il ferme la porte, il pogne le téléphone, il appelle le gérant de carrière des PPCLI. Il dit, guess what I got in my F office? Là, il dit, I don't know. Il dit, I got a F22 who wants to be a PPCLI. All right, fait que là, les deux rigolent. N'importe qui aujourd'hui rira encore. Mais là, l'affaire, c'est comme je suis comme tabarouette, qu'est-ce que je viens de faire là tu sais? L'autre, l'adjudant-chef, dit est-ce que c'est un bon soldat? Ouais. L'autre, il dit oui, c'est un de mes meilleurs. Il dit est-ce qu'il est volontaire pour aller en Yougoslavie? Il manque du monde au premier bataillon. Fait qu'il me demande. Dans ce temps-là, ça marchait de même. Ouais. Chabot, you want to go to Yugoslavia? Je dis quand? Il me demande quand? Il dit au mois d'avril. Sign me in. On est au mois de janvier. Ouais. Je suis encore un 22, moi. J'ai dit sign me in, j'y vais. Moi, j'arrive de la Somalie en passant. Ouais. Puis on arrivait de la Somalie là, cet été-là. On va en parler tantôt de la Somalie. Ouais. Fait qu'il dit OK, c'est beau. Fait qu'il dit laisse-moi ça entre les mains. T'as clic. Et ça a pris, je pense, 2-3 semaines, man. Mon message de changement d'affiliation régimentaire est arrivé avec un posting au premier bataillon à Calgary. Uh-huh. Ben, l'adjudant-maître sautait au de même, parce que là, il n'était pas nécessairement au courant. Ouais. All right? Et puis, je vous l'ai dit que je n'irais pas où ce que vous m'aviez dit que j'irais. J'ai dit, je ne méritais pas ça. Fait que j'ai dit à cette heure, je vais aller dans l'Ouest, puis je vais aller tenter ma chance. Mais là, l'affaire est là. Je suis encore un 22, moi, un francophone. Tu as été vu comme un traître? J'ai été vu comme un traître par mes pères, par mes boss. Même si tu étais dans la même armée. Même si j'étais dans la même armée. Parce que là, je laissais la famille régimentaire. Il y a même un capitaine qui a monté jusqu'à général, là, 2 étoiles. Là. Je me rappelle, je l'avais croisé à la banque, puis qui m'a dit, j'ai entendu dire que tu changeais de régiment. Je dis, oui, vous êtes un traître. Un traître de quoi, capitaine? Mon drapeau, c'est Canada. Ouais. J'ai dit, si le régiment avait voulu être un peu plus... avoir un peu plus de compassion ou de compréhension avant ce que j'ai donné au régiment aéroporté pendant toutes ces années-là, ben je serais resté 22. Mais là, j'ai dit, je m'en vais PPCLI. Mais j'avais la chienne. Ouais. Ça me fait penser parce que quand moi, j'ai changé de 22 à policier militaire... Tu as un peu vécu ça? Tout le temps de la transition jusqu'à temps même que je finisse l'école, j'étais un traître. Ouais. J'étais un sale. C'est ça. C'est bizarre, cette mentalité-là. C'est même pas tu nous abandonnes, c'est crisse ton camp. C'est ça. Crisse ton camp. Malgré tout ce que tu as donné, tout ce que tu as fait, là, tout d'un coup, tu n'es plus rien. Ouais. Mais là, moi, j'avais la chienne parce que là, j'ai une famille à déménager en plein milieu de l'hiver. Je m'en vais en Alberta, c'est nouveau pour moi. Dans ce temps-là, tu as une femme? J'ai une femme avec 4 enfants. On les sort de l'école en plein mois de février. On traverse le Canada dans une grosse tempête de neige. Ouais. J'installe ma famille dans un PMQ à Calgary où on ne connaît personne. Puis moi, je pars pour 6 mois pas en Afghanistan, en Yougoslavie. Ouais. Combien de temps entre ta mission au Rwanda ton départ? Somalie. Somalie, excuse-moi. Du moment que je suis revenu de la Somalie au moment que je suis parti, je pense que c'était 9 mois ou 10 mois. C'était court. C'était très court. Mais là, puis l'affaire là-dedans, c'est que je suis arrivé, moi, comme un cheveu dans la soupe. Le gars que personne ne connaît. Ouais. Premièrement, je vais toujours me rappeler de ma première journée quand je suis arrivé au bataillon là-bas à Calgary pour faire mes clairancines. Ouais. J'étais habillé en CF avec on avait des clickers, nous autres, entre ces bottes de combat. Pas de bottes de parade. Tu veux-tu l'expliquer pour toutes les générations? Ah, c'est vrai, ouais, les bottes de parade, dans le temps, on mettait des straps? Des plaques en métal en dessous de nos talons pour que ça claque. Ah, OK.
pour que ça claque quand on marche. Comme la garde en rouge. La garde en rouge, c'est ça. Clic, qu'on entend. Dans le fond, c'est un morceau de métal sur le talon. Ouais, un genre de fer à cheval. Exactement. Un éperon, mais caché en dessous du talon. Fait que là, moi, j'arrive pour faire mes entrées, man. Puis là, le building du premier bataillon était flambant neuf. Il y avait des planchers en marbre avec l'insigne du régiment dans le plancher. Je te dis, c'était de toute beauté. Ça a dû coûter des millions faire ça. Ouais. Moi, j'arrive là-dessus avec mes clic, clic, clic. Là, j'entends au bout du corridor, il n'y a personne qui m'a vu, là. Ils ont juste entendu mon clic-clic. Ouais. Puis j'entends « You're not a Vendu! Take those things off! » Là, je dis « ouais, OK. » C'est vrai, hein? C'était particulier. C'était particulier au 22, ouais. Puis au 22. Les Anglais n'avaient pas? Non. Je savais pas. Surtout pas les Patricia. Les Patricia, c'est vraiment pas des soldats de parade ou de... Ils sont un peu mentalité plus cowboy, eux autres. Ouais. Fait que, anyway, je m'en vais dans la chambre de bain, j'arrache ça dans mes talons. Puis déjà là, je suis pas bien. Fait que là, ça, c'était mon... Je viens d'arriver. Personne ne m'a vu encore, puis c'est déjà mon réception. Mais tout ça pour dire, ça a pris du temps avant que je me fasse accepter. On savait pas quoi faire avec moi. Moi, j'arrivais là, ils me mettaient dans une compagnie d'infanterie, dans un peloton, comme fusilier, twice section. Mais j'avais plus de compétences que mon sergent. Ouais. Et ça, il dit... La première journée, il dit, ben non, il dit, je peux pas t'avoir dans ma section. Il dit, tu peux être mon boss. T'as plus d'expérience, puis moi, tu peux être mon boss. Ouais. Fait que là, il dit, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Fait que je suis ramassé en compagnie HQ, ouais. Okay. HQ, la compagnie A. Puis là, l'affaire, on parlait tantôt de l'acceptance, la rivalité française. Ouais, exactement. T'en viens là, parce que exactement. Face à face. Là, je suis face avec la réalité. Je suis face avec la réalité. Et puis, moi, j'avais dit, quand je suis parti de Petawawa pour m'en aller dans l'Ouest, j'avais dit, je vais leur prouver que c'est pas comme qu'ils ont dit que c'était. Je suis pas un traître, puis je me fais... Ah ouais, l'autre affaire, je m'étais fait dire aussi, c'est qu'ils vont te traiter comme de la marde parce que t'es français. Mm-hmm. Ça, là, beaucoup de monde m'ont dit ça. Mm-hmm. Puis j'ai dit, je vais l'apprendre par moi-même. Peut-être même te faire essayer. Je me suis fait essayer par quelques personnes, mais la majorité du monde ont été corrects avec moi. La majorité de mon... ça, j'ai été vraiment agréablement surpris à ça. Premièrement, mon sergent, mon boss que j'ai travaillé avec, était marié avec une francophone. Il y avait au moins un minimum d'une vingtaine de francophones dans le bataillon. Donc, il y avait une ouverture d'esprit. Il y avait, ouais. De la part de certaines personnes, on va dire. Ben, je vais te dire, c'était Steven. Comme tu mon veux. chum. Pas le mot princesse. Le gros. J'ai trouvé qu'il y avait majoritairement, j'ai trouvé qu'il y avait plus d'ouverture d'esprit là que j'en avais connu au 22. Parce que, au préalable, pour être un PPCLI, c'est pas nécessairement du monde de l'Alberta. Les gars qui vont joindre ce régiment-là vont venir de partout au Canada. Ils peuvent venir du Manitoba, de la Saskatchewan, Colombie-Britannique, des Newfies. Mm-hmm. Il y avait une diversité, une représentation plus large de la société canadienne dans ce régiment-là. Je veux juste essayer de penser. Shiloh, entre autres, il y avait une compagnie là. Il y avait un bataillon à Shiloh, Manitoba dans ce temps-là, puis un bataillon en BC, au Colombie-Britannique, à Victoria. À Victoria? OK, sur l'île. Avec les Navy. Maintenant, ils sont tous regroupés. Là. C'est un peu il en reste de moins en moins. Un peu comme les 22 à cette heure. Ouais. Comme le 22. Mais je pense qu'il y a encore plus de problèmes de rétention dans l'Ouest, surtout avec les gros employeurs. L'économie, c'est ça, à cause de l'économie. Mais ce que je voulais en venir, c'est que il y avait quand même des imbéciles. Parce que des imbéciles, il n'y a personne qui a le monopole là-dessus. Il y en a partout. C'est vrai. Je vais prendre ta phrase puis je la mène dans mon sac à dos, OK? C'est vrai, il y en a partout des épais. Ils n'ont pas de couleur, ils n'ont pas d'odeur. Non. Ils font partie de la même équipe. Fait que t'avais le monde qui était vraiment là correct avec moi puis qui avait une ouverture d'esprit, mais t'avais toujours le redneck de la Saskatchewan, tu sais, qui mange du tabac puis qui a jamais sorti de son patelin. Puis que lui, il a déjà un préjugé gros comme le bras. Il a chauffé plus souvent un cheval qu'un char. C'est ça. Ben lui, j'avais de la misère avec lui. Okay. Puis ces gens-là, ce monde-là, puis ben des fois des gars du 2e commando, parce qu'on avait une rivalité entre le premier et le 2e. Il y avait gros des gars du 2e commando. Parce qu'il y en a qui le savaient que tu avais appartenu au premier. Ben oui, ils savaient tous que je venais du premier commando. Tout le monde le savait. Puis, fait que ça, c'est ça. Il y avait de la rivalité premier et 2e commando, parce que on était les deux commandos qui se tapaient sa gueule. Right? Ben là, quand j'étais un gars du premier commando,
Mon surnom, c'est devenu l'espion, le spy. Ouais. Il pensait que tu étais SAU? Il pensait que moi, il m'appelait le spy, I'm the spy. Fait que là, à chaque fois qu'il me croisait, Hi spy, comment ça va spy? 22 spy. The 22 spy. Fait que là, je disais, quel gros, que je suis pas. Après, à un moment donné, je la trouvais drôle. Là, je me disais, attends, là, gars, je suis pas un espion. Gars, j'ai le même drapeau que toi, c'est le bras right. Puis oui, I can speak white, mais I speak French too. mais là, en Yougoslavie, là, ça fait 1 mois qu'on est déployé. Ouais. Puis ce même sergent-là de Saskatchewan, qui est moi je dis c'est un épais. Ouais. À chaque fois que je le croise, il arrête pas de m'appeler l'espion. Puis là, il trouve ça drôle. Ses chums trouvent ça drôle. Ouais, mais dans le contexte opérationnel, c'est pas si drôle que ça. Non, c'est pas drôle. Ouais. Fait que là, moi, ça fait 1 mois que je suis déployé avec eux autres. Que oui, on se fait tirer dessus, puis que moi, je ravitaille les pelotons sur la ligne, à tous les jours, puis que je vois des Serbes me pointer leur gun sur moi, puis que, tu sais, il faut que tu fasses attention aux mines sur le bord du chemin, puis tout le kit qui va avec. Puis ça fait 1 mois que je suis là, puis que je travaille jour et nuit à supporter ma compagnie, puis le gars m'appelle le spy à chaque fois que je le croise. Fait qu'à un moment donné, si je vais avec mon cabaret, je m'en vais m'asseoir à la table de 6 pieds sur le banc pour manger ma bouffe. Puis ce même gars-là, il dit comment ça va, spy? Là, le gros, that's it, that's enough. C'est fini, là. Là, tu m'appelles plus spy. La joke, elle a assez duré. Je suis pas un spy, c'est la dernière fois que je te le dis. Je m'assieds 2 tables plus loin, je suis seul à ma table. Je commence à manger. How's your food, spy? Fait que là, il te cherchait. La table, alors, je l'ai pas vu, la table qu'il y avait entre nos deux, j'ai sauté. Puis c'est un sergent. Il m'a attrapé à la gorge, m'en allais pour le frapper, je me suis fait, il y a quelqu'un qui m'a retenu. T'avais quel grade? J'étais écoute, caporal, c'est ça. Caporal, c'est ça. Puis là, je frappais un sergent. J'ai fait un assaut sur un sergent. Ouais. J'ai dit, il m'appellera plus spy, le tabac. Nouche. Oui? Ouais. On m'arrête de le frapper, mange un blase de marde, puis je me fais aller au bureau de l'adjudant-maître. L'adjudant-maître me connaît très bien. C'est Ranger Brown, c'était un gars du 3e commando, un gars qui aimait bien les francophones. Un gars que tu connaissais. Un gars que je connaissais. Puis là, il m'a demandé, OK, Roger, c'est quoi qui s'est passé? J'ai dit, j'ai dit, ça fait 1 mois que ce gars-là, à 3 fois que je le croise, m'appelle spy. J'ai dit, là, c'était la dernière fois. S'il m'appelle spy encore, adjudant-maître, j'y arrache la tête. Il dit, wow. Il dit, t'arrêteras pas, t'arracheras pas la tête à personne. Tu vas respecter le grade. Le gars, c'est un sergent. Ouais. Tu peux pas faire ça. C'est clair, là? J'ai dit, adjudant-maître, je suis pas un espion, moi, là. Je suis comme tout le monde ici. Je fais mon tour comme tout le monde. Il dit, oui, je le sais, ça. Il dit, moi, je vais m'en occuper de lui. C'est pas ta job à toi de s'en occuper de lui. Il dit, moi, je vais m'occuper de lui, mais toi, tu me promets que tu vas rester tranquille. Je dis, oui, adjudant-maître. Ouais. Il a claqué les talons, fait d'un demi-tour. Le next qui est rentré dans le bureau, c'était le sergent. Mais lui, il n'a pas eu le même traitement que moi. Puis il m'a jamais rappelé le spy du restant du tour parce qu'il a fait une coupe d'extra. Ouais. Fait qu'ils ont fait comprendre que t'étais un allié, pas... C'est ça. On est fait pas toute partie de la même gang. Right? Cette mentalité-là, j'ai l'impression que c'était plus rare à cette époque-là. On fait partie de la même gang. Ouais. Ben, peut-être parce qu'on a eu une histoire conjointe, parce qu'on avait servi au régiment aéroporté, fait qu'on avait cette fraternité-là. Ouais. Tu penses que ça a favorisé ton intégration de changer d'unité puis tout de suite aller en mission? Parce que, tu sais, en mission, on se serre les coudes. Exactement. Beaucoup plus. Oui, parce que moi, je suis parti là-bas, personne ne me connaissait. Puis je suis revenu là-bas, j'étais le top caporal du bataillon. Puis t'étais le chum de tout le monde. Parce que là, à un moment donné, tu sais, quand on parlait tantôt, comme Canadien-Français, il faut qu'on prouve notre valeur. Oui. Mais là, comme un Canadien-Français qui arrive dans un régiment de lait que personne ne connaît, ben il faut que tu mettes les bouchées doubles puis les bouchées triples pour montrer que t'es pas un étron. Oui. All right? Et puis, quand je suis reparti de là, écoute, je marchais sur l'eau. Fait que t'avais prouvé ta valeur. Ouais. Il y a des gens qui avaient aidé à te faire accepter. Ouais. Puis le reste, ça a suivi son cours normal. Exactement. Vous êtes devenus, en fait, en mission des frères puis des sœurs d'armes. Oui. Des sœurs, il n'y en avait pas dans ce temps-là, mais... Non, ça a commencé un petit peu après. C'était plus les métiers de support. Ouais. Mais les gens au régiment. Ouais, fait que, oui, il y a toujours... parce que plus tard dans ma carrière, j'ai changé de métier comme technicien d'imagerie. Ouais. Puis il y a toujours cette ignorance-là. Puis moi dire, là,
sais, quand je te dis tantôt, personne n'a le monopole, ces imbéciles. Mais nous aussi, des fois, on a des préjudices. Puis les préjudices sont toujours basés sur l'ignorance. Quand que tu ne comprends pas puis tu ne connais pas l'autre bord, ben, c'est facile de juger. Mais tu juges sur des opinions qui ne sont pas éclairées par une expérience. Mais ça, c'est partout sur la planète. Okay? Il n'y aurait pas de guerre s'il n'y avait pas de préjudice. Ça, c'est que tout le monde se comprenait. Fait que du moins, pour briser, même se tolérer. Pour briser cette solitude-là, ben, il faut... Je pense pas que la réponse est dans l'isolement, mais la réponse est dans parler haut et fort pour dire qui on est, pour s'inclure et non pour se diviser. Pour montrer que hey, nous autres, nous autres, comme Québécois, comme Canadiens-Français, c'est nous autres qui avons bâti les fondations de ce pays-là. C'est nos ancêtres qui ont bâti les fondations de ce pays-là. Il n'y aurait pas de Canada aujourd'hui s'il n'y avait pas eu nos ancêtres. Puis il faut qu'on... Puis je pense qu'il ne faut pas le dire d'une façon où on veut se diviser, mais dire appréciez-nous pour qui on est, puis on va être des meilleurs... on va travailler en équipe avec vous autres. Tu sais, quand on parle au Canada, on n'a pas d'identité commune. Ouais. C'est sûr qu'il y a un bas qui blesse, le Québec veut se séparer. Pas tout le monde, mais un grand nombre. Un grand nombre souhaiterait l'indépendance, de ne pas appartenir à ce Canada-là. C'est certain que ça nuit à cette identité-là canadienne. On regarde les Américains, démocrates, républicains, à un moment donné, ils se rejoignent tous en dessous du même drapeau. Ouais. Le symbole de l'aigle est très fort. Et ça, c'est dans un collectif que les États-Unis, c'est un pays respectable. Ouais. Au Canada, on n'est pas capable de se créer une identité. Non, tu as raison. Aucune identité. Je le dis, au Québec, le bas blesse, c'est sûr, avec un pourcentage d'indépendantisme, mais on n'a jamais été capable. Puis même comme Canadiens français, oui, on se démarque par la langue, mais si on veut bâtir, puis je le sais que c'est pas concret, c'est quoi notre identité, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, il va falloir qu'on la dessine. Ouais. Puis je pense que le point de départ, c'est les faits d'armes des Forces armées canadiennes. Tu sais, veut pas... Il faudrait qu'on soit fiers de nos faits d'armes. On contribue à la hauteur de nos aspirations à la démocratie, la paix dans le monde. Bien, ça devrait être le point de départ, je pense, d'une identité canadienne. Puis je pense que le Québec aurait à gagner aussi, même s'il y a des aspirations d'être reconnu, d'être différent, de conserver la langue. Je suis quelqu'un qui est un ardent défenseur de la langue française. Notre culture, on doit la garder. Ouais. Mais en même temps, on fait partie d'un pays et ça serait vraiment intéressant, ne serait-ce que pour les générations qui nous suivent, d'avoir une identité forte qui ne divise pas entre les partis politiques ou, en fait, la politique dans son ensemble. On devrait être rassembleurs. On devrait être rassembleurs. Parce que quand les jours difficiles vont arriver, s'ils arrivent un jour, peut-être jamais, mais c'est pour ça qu'on a une armée. C'est parce qu'on se prépare à peut-être contribuer à quelque chose qui va nous dépasser. Que ça arrivera à ce moment-là, je pense que les Canadiens et les Canadiennes, Québécois et Québécoises, vont trouver une façon d'être solidaires. Mais si on n'a pas bâti une identité, ça va être plus difficile cette journée-là de dire « Hey, aujourd'hui, il faut qu'on soit ensemble. » Parce qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, puis la vie quotidienne est chamboulée. Je ne parlerai pas de Troisième Guerre mondiale. Non, mais tu sais, on est justement dans... Puis on est dans la philosophie, là. Oui, c'est ça. On philosophe en tabarouette, là. Puis je peux même embarquer les Premières Nations là-dedans. Comment les Premières Nations... Comment les inclure, oui. Puis ça fait partie de notre identité. Oui. Mais c'est pas notre identité complète. Tu comprends? Ça prend des morceaux identitaires qui vont faire de nous un pays qui, sur la scène internationale, va imposer une forme de respect. Ouais. Tu sais, j'avais l'impression que à chaque fois qu'il y a eu des missions que les Canadiens ont été impliqués, on était un petit peu plus derrière les Forces armées canadiennes, on était un petit peu plus patriotique. La minute qu'on ne tombe pas en phase de pré-déploiement, déploiement, on laisse tomber nos troupes, on les supporte, on les supporte pas. Bon rien. Ouais. Tu parlais que tu as changé de métier, tu es allé imagerie tech, en fait, c'est photographie. Technicien d'imagerie. Ouais. Qu'est-ce que ça fait rapidement? Technicien d'imagerie, c'est eux qui enregistrent l'histoire des forces canadiennes à travers les images, que ce soit la photo, le vidéo, le film,
les arts graphiques. Et puis maintenant, les médias sont très impliqués justement dans les médias. Puis il y a différentes spécialités à l'intérieur de ce métier-là où maintenant, font beaucoup de la... tu sais, on voit les Russes qui font beaucoup de propagande là, sur les médias puis tout. Ils commencent à avoir des spécialités à l'intérieur du métier aussi qui spécialisent là-dedans. Mais c'est l'image des forces canadiennes. C'est eux qui... On n'aurait pas d'image de la Deuxième Guerre mondiale s'il n'y avait pas eu quelqu'un à côté du gars avec un gun avec une caméra. On a-tu beaucoup d'archives au Canada? On a beaucoup d'archives, mais nos archives sont pas... sont difficiles à accéder. Très difficiles à accéder. Même si on a un musée canadien de la guerre. Ouais. Même si on veut se démarquer comme Canadien-Français. Ça, c'est le gros problème du Canada, c'est qu'on a comme... On a honte de notre histoire. Bon. On a honte de notre histoire. On veut pas montrer, on veut pas glorifier les exploits de nos héros. Fait que les archives... un héros de guerre? Si on a des héros de guerre? Oui, on en a-tu? Je pense que... On a-tu déjà utilisé le nom d'un soldat puis de dire... Lui, c'est un héros? C'est un héros de guerre. Je vais dire... je parle gouvernementalement parlant, là. Pas nous, entre nous. Non, le gouvernement, non. Ouais. Non, c'est pas ce que je sache. C'est difficile de déterminer un héros. On n'est même pas capable de se donner une croix Victoria ici au Canada. Tu sais, je vais prononcer le mot de Roméo Dallaire. Ouais. C'est un héros de guerre. C'est un héros. Juste le fait qu'on y réfléchisse, ça démontre une problématique. Oui, tu as raison. C'est un héros. Je souhaite un jour de rencontrer M. Dallaire. J'aimerais ça le rencontrer. Oui, c'est le fun. L'invitation est lancée. J'aimerais ça le rencontrer. Mais c'est pas évident. Donc, écoute, on a beaucoup d'archives qui sont pas accessibles. Je vais dire... Général Foran. Vous connaissez le nom Alain Foran? Oui. Alain Foran, c'est un homme humble. C'est un homme qui est encore dévoué au régiment. C'est un homme qui est dévoué aux vétérans, qui participe et qui supporte. Lui était à Chypre en 1900... il était colonel honoraire quand j'étais au premier 22. Okay. En 1974, lui, il était commandant de peloton de reconnaissance. C'était un lieutenant. Moi, l'année passée, j'ai eu la chance de pouvoir participer à des entrevues de vétérans de 1974 de Chypre. Puis à Edmonton, durant la réunion du régiment aéroporté, on avait des vétérans de Chypre 74 qui étaient là. Puis il y a une compagnie de films, de production de films, qui avait comme contrat d'enregistrer leur histoire orale de ces gars-là. Puis ils m'ont demandé, veux-tu nous aider à faire les entrevues en français? Fait que je dis, ouais, pas de trouble, je vais vous aider. Ouais. Fait que j'avais des vétérans du 1er commando, des 22 qui étaient là, qui ont partagé leurs expériences à Chypre en 1974, comme quand Berger et Perron ont été tués. Et puis, le gars qui était commandant de section de ces jeunes héros-là, que je vais dire. Puis, toutes les entrevues francophones que j'ai faites, que ce soit Mike Major, Ferguson, j'ai oublié les autres noms, ils ont tous parlé de M. Foran. Quand le lieutenant Foran, ça, c'est un homme. Il nous a leadés par l'exemple, il nous a rassemblés, il a fait ça, il a été concerné par la sécurité de tout le monde, il a fait sa job, il dit, si on n'avait pas eu le lieutenant Foran là, ça n'aurait pas été pareil. Puis tout le monde l'admirait, tout le monde admirait son leadership à cet homme-là. Mais c'est qui Alain Foran? Ouais. On ne sait pas cette histoire-là. Ouais. Mais si le gouvernement voulait, exactement, pourrait facilement en faire un exemple. Promouvoir des histoires comme ça. Nous, on le fait à l'interne, puis on continue de le faire. Ma génération à moi, Christian Junot. Ouais. Christian Junot a eu probablement l'impact sur nous, comme Alain l'a eu dans sa génération. Et il y en a plein d'hommes et de femmes comme ça. Ouais. Puis aujourd'hui, c'est une femme qui lead les forces canadiennes. Les forces armées canadiennes. Donc, il va falloir à un moment donné qu'on mette de l'avant ces héros-là, ces gens-là qui se sont démarqués, tantôt par leur personnalité, comment ils ont été, leurs actions, leurs décisions, mais aussi ce qu'ils ont réussi à accomplir. C'est drôle que tu me parles de ça. Oui, vas-y. Parce que tu vois ma casquette Bravery in Arms. Oui, on va en parler. Parce que moi, je parle pas souvent de moi. Je pense qu'on va parler. Je pense qu'on va en parler. Je pense que peut-être qu'on va faire deux épisodes avec eux. Ben, je vais glisser 2 mots là-dessus. On en reparlera peut-être une autre fois.
La raison pourquoi j'ai commencé à faire ça, moi, j'aime pas ça parler de moi, premièrement. C'est ça que tu m'as dit quand je t'ai contacté. J'aime pas ça parler de moi parce que moi, on a tout ce sentiment-là que moi, je suis pas important. Pourquoi moi? Ouais. Pourquoi moi, je suis plus important qu'un autre? Ma contribution est vraiment plus importante qu'un autre? Mais quand que je raconte... Moi, j'aime ça raconter les histoires. Je fais beaucoup de projets commémoratifs puis de tableaux commémoratifs, comme tu le sais, de différents événements historiques. Puis j'aime bien gros aller sur le terrain puis raconter les histoires des héros du passé. Ouais. Puis quand je disais, je me suis rendu compte que en parlant de leur histoire, indirectement, je me trouvais un peu à parler de la mienne, mais sans jamais parler de moi. Mm-hmm. Puis c'est pour ça que j'aime ça, faire ça, parce que ça me permet de partager les faits d'armes de nos héros, de notre histoire, on a une riche histoire de faits d'armes militaires qui méritent d'être connus, là, pas rien que les films d'Hollywood des Américains. Hein. Ouais. On a des histoires au Canada là, incroyables de faits d'armes, mais moi j'adore ça, découvrir ça puis les partager avec le monde. Puis c'est ça qui nous manque au Canada, c'est cette fierté-là de dire, man, regarde qu'est-ce qu'on a été capable de faire comme nation. J'ai l'impression que dans l'adversité, ça ferait toute la différence. Ouais. On va parler de ta carrière. Tu t'es enrôlé, tu avais quel âge? J'avais 22. En quelle année? En 84. 84, tu avais 22 ans, tu es allé au centre de recrutement. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir le métier des armes? J'ai toujours voulu être un soldat, depuis que je suis tout petit. Pourquoi? Ah, ben ouais, je sais pas. Je voulais comme John Wayne. Clint Eastwood. Tu le dis en riant, mais c'est ça quand même. C'est ça, pareil. Beaucoup de nous autres ont été attirés par les films américains. Oui, les films américains. Je ne sais pas si ça a un rapport avec être respecté, être honorable, de défendre la justice. Il y a quelque chose. Puis, je te le dis, je demanderai à 200 personnes là, puis tout le monde le dira à la blague, ça. C'est vrai. Puis après ça, il dirait, j'avais envie d'être quelqu'un. Ouais. Toi, t'avais-tu envie d'être quelqu'un? J'avais envie de faire ma part. Ouais. J'avais envie de... Ah oui, moi, je suis vraiment entré dans l'armée avec des idéologies là, patriotiques, là, le drapeau, puis faire ma différence, protéger mon pays. Un peu, peut-être, comme tu dis, parce que j'ai grandi avec les films des années 60, là, de John Wayne, de la Deuxième Guerre mondiale. Puis pour moi, j'ai fait les cadets quand j'étais jeune. Fait que là, pour moi, là, ça, c'était une idéologie... Je me rappelle même que sur le cours de recrue, à un moment donné, le commandant de compagnie... Tu veux-tu mettre la casse? Oui, ben... OK. Là, vous le savez, ça va devenir un trend à l'émission. Quand un vétéran va raconter une anecdote, je vais lui demander de mettre le casque. D'un coup, qu'il arriverait de quoi? J'avais hâte de te mettre le casque, man! Remets-nous ça en perspective. Let's go. Ouais, tu peux mettre ça. Jean Chrétien. Et voilà. Ça fonctionne, tout fonctionne. On est libre maintenant. 1994, j'étais là, moi. Vas-y. J'étais là quand cette photo-là a été prise. C'est vrai? Oui, j'étais là, c'était sur mon tour. OK, raconte ton anecdote, après ça, on revient sur Jean Chrétien. Oui. Ben là, j'étais pas là, ben c'était sur mon tour. OK. Ben, j'étais au garde à vous. Aviez-vous ri de la photo à cette époque-là? Ben, OK, parfait, continue. Va-t'en ton anecdote. Mais non, parce que le commandant de compagnie fait son inspection là, à la fin du cours de recrue. J'étais au garde à vous, je paye 120 livres, je suis tout mouillé, là. Gros comme un cure-dent, avec la calotte qui cache les yeux, là, tout fier comme un coq. Puis là, le commandant de compagnie recrue me regarde, me dit « Chabot, il dit, pourquoi vous êtes rentré dans l'armée, vous? » « Pour servir mon pays, major! » Il me regarde. Il a quasiment fait ça. Il dit « OK, c'est quoi la vraie raison? » T'avais pas d'argent, t'avais des dettes par-dessus la tête. Il y a ça aussi, là. Ben. Ils t'ont donné le choix, l'armée ou la prison. Non, moi, ça, j'ai... Ça, c'est plus Mike. Ouais, c'est plus Mike, ça. Non, moi, dans le fond, moi, c'est moi puis Mike, on a une histoire bien différente, parce que moi, je suis rentré dans l'armée, j'étais marié, ma femme est enceinte du 3e. Ouais. Il voulait pas me recruter parce que... C'était un gars de famille. J'étais un gars de famille. Ouais. Moi, je me suis marié à 19 ans. Puis, c'était ma première vie, all right? Parce que on sait tout, la carrière, c'est pas facile, la carrière militaire. Ma première famille, écoute, ça a duré plusieurs années, mais à un moment donné, on a eu une brisure. J'ai eu une deuxième vie avec une femme que j'adore. Ma vie... T'es encore avec elle aujourd'hui? Ah oui, ça va faire 20 ans là, cette année. Ouais. On va en parler parce que tu l'as rencontré sur ton cours d'imagerie. Exactement. Ouais.
Mais ben là, il m'a demandé, il dit, moi, je suis fier comme un tabac. J'avais besoin d'argent parce que j'avais une famille à nourrir, right? Mais c'est ça que je voulais faire. C'est ça que moi, je voulais faire, right? Ouais. Là, il dit, OK, c'est quoi la vraie raison? Et là, moi, tout déconcerté. Comment ça, c'est quoi la vraie raison? Là, c'est quoi qu'il veut savoir? Ben, c'est ça, Major. Puis là, il me regarde. Voyons donc. Mais c'était vraiment ça. J'étais un peu un rêveur. Il y en a un qui a choisi ça. Qui a choisi ça, t'es-tu fou dans la tête? Forrest Gump. Ben, j'en ai d'autres histoires, mais là... Toi aussi, t'es écœuré du poids. Mais elle est là. Ah, ben, c'est cool. Ben, j'ai marché... j'ai fait la campagne d'Italie, là, puis on a marché en Sicile. C'est vrai. J'ai mis un casque de Deuxième Guerre mondiale pour faire la marche. Il faisait 38 degrés, 40 degrés sous le soleil. Là. Puis dans les montagnes en Sicile, c'est un peu comme en Afghanistan ou à Somalie, on a vécu la chaleur. Ouais. Quand ces gars-là de la Deuxième Guerre mondiale ont débarqué en Sicile, c'était pareil. Ouais. J'ai décidé de faire la marche avec le casque sur la tête, puis tout le monde avait des casquettes. C'est pas évident, hein? Non, pas évident. Pas évident. Pas évident. J'ai fait la marche, te souviens-tu, à un moment donné, ils ont organisé une marche de la base militaire de Valcartier, puis on devait aller au Vieux-Port de Québec. Et c'était cette marche-là, c'était de recréer la marche, je pense que c'était la Première ou la Deuxième Guerre mondiale que les gars avaient faite avant de prendre les bateaux. Oh boy. Je pense que c'est une histoire de 42 km de marche, je me souviens pas, c'était épouvantable. J'avais des trous dans les talons. J'avais des trous dans les talons. Fait que des fois, de se rappeler comment c'était les conditions de travail pour le métier des armes, c'était épouvantable. Ouais. Épouvantable. Tu es allé aussi pour l'anniversaire du débarquement de Normandie? Tu as fait le voyage? En 2019. Ouais. C'était comment? Eh boy. Ça laisse des frissons dans le dos. Mm-hmm. J'ai fait plusieurs places depuis que j'ai pris ma retraite en 2016. J'ai dit, moi, je vais être un artiste de guerre, je veux faire des tableaux. Moi, je voulais pas faire du vidéo en passant. J'ai jamais voulu faire de film. Je faisais ça pour m'amuser. Ouais. Mais je voulais faire des tableaux commémoratifs. Puis ça fait partie. Je donne des présentations pour expliquer mon cheminement d'artiste de guerre. Ouais. Mais quand je suis arrivé en Normandie, pour moi, c'était... il y a des gens qui me demandaient pourquoi tu fais ça? Tu es à la retraite, pourquoi tu te reposes pas? Relax. Mm-hmm. Je dis, man, je pense que c'est important. J'ai des talents. Moi, je veux faire des peintures. Je veux commémorer ça, notre histoire. Je pense que c'est important que quelqu'un le fasse. Tu étais encore dans le patriotisme? Toujours. Ouais. Toujours. Puis là, le monde dit, ouais, mais ça fait pas de sens. Pourquoi tu fais ça, tu sais? Mais j'ai dit, OK, je suis pas capable de le mettre en mots. Mais j'ai dit, mec, que j'aille en Normandie, je m'espérais trouver les mots. Pourquoi je fais ça, moi? Ouais. Qu'est-ce qui me drive, là? Qu'est-ce qui me drive à vouloir faire ça? Parce que, mis à part que je veux faire des peintures, puis je suis arrivé dans le cimetière de Benny-sur-Mer où il y a des milliers de jeunes Canadiens enterrés. Puis c'est pas juste les jeunes, c'est pas juste ceux qui sont morts au débarquement, c'est ceux qui sont morts pendant toute la bataille de Normandie, qui est finie à la fin du mois d'août avec la prise de camp, Falaise. Ouais. Il y a comme des milliers de Canadiens, je me souviens plus du nombre exact dans ce cimetière-là. Puis moi, je suis arrivé là avec ma GoPro qui roulait. Mm-hmm. Et puis, j'ai rencontré le jardinier avec sa pioche. Un gars dans la cinquantaine, tout grillé par le soleil, là, tu sais, la face, avec les manches courtes. Puis il piochait les fleurs autour des pierres tombales. Mm-hmm. Des jeunes de 19 ans, 20 ans qui venaient de Chicoutimi, qui venaient de partout au Canada. Puis je lui demande, c'est vous le jardinier ici au cimetière? Il me dit, oui, c'est moi. J'ai dit, qu'est-ce que ça vous fait d'être jardinier dans une place de même? Là, il me regarde, puis ça n'a pas été long, là. Il m'a regardé, il a dit, je pense que je suis plus un gardien de la mémoire qu'un jardinier. Mais quand il m'a dit ces mots-là, ça m'a transpercé. À chaque fois que je l'ai dit, ça me transperce. Ça me transperce parce que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, c'est pour ça que je suis là. Mm. Puis là, je voyais tous ces jeunes-là qui sont jamais revenus au Canada, qui sont enterrés des milliers de kilomètres de chez eux, qui ont des familles en France. Ensemble, oui. Mais loin de leur famille, right? Ouais. Loin de tout le monde. Puis fait que ce moment-là, en Normandie, a concrétisé pourquoi j'étais là, puis pourquoi je faisais ce que je fais aujourd'hui comme artiste de guerre. Puis... Fait que c'est devenu, de fil en aiguille, ça a grossi cette affaire-là. Puis là, c'est rendu Bravery in Arms. Là.
Et puis on a le T-shirt, toi puis moi. Donc, tu es fondateur de cette organisation. Ouais. C'est-tu un OBNL? C'est-tu un organisme à but Même non pas, lucratif? c'est juste, coûte pas nécessairement parce que j'ai pas l'organisation, je suis tout seul, je suis par moi-même. Donc, tu as créé... J'ai créé cette entité-là. Ce logo-là, cette entité-là, qui n'a Ouais. pas de siège social, c'est chez vous, j'imagine. Je suis chez moi, puis je peins, puis je fais mes montages de films. Qu'est-ce que c'est de plus que ton talent artistique que tu mets sur toile pour justement commémorer? Qu'est-ce que ça l'englobe? Quand tu as créé ça, c'était quoi la philosophie que tu avais? C'est une philosophie de commémoration? Commémoration, OK. Plus que d'autres choses. Est-ce que ça inclut d'autres artistes qui font un peu le même genre de représentation? J'ai découvert, écoute, à travers le temps, j'ai découvert qu'il y a beaucoup d'autres artistes qui font de la peinture. Ouais. C'est une thérapie aussi pour moi. En fait, c'est ça c'est important. Parce que ça, c'est une autre raison pourquoi je peins. Parce que pour moi, c'est un temps où je suis dans mon monde, où je suis capable de m'intérioriser. Puis, par exemple, quand la Somalie, ça a laissé des grosses marques pour moi. Parle-moi-en de Somalie. C'est le tour qui m'a marqué le plus. Parle-moi-en. J'ai envie... On a-tu du temps? Oui, on a du temps. Oui, on a du temps. Je veux que tu m'en parles. C'est une mission que je connais peu. Okay. Dans ma génération à moi, parle-moi-en. Mike, t'es arrivé là, t'avais quel âge? T'es arrivé après. On est en studio. Mike Curie, qui a été notre premier invité, est en sur place. Puis Mike il nous écoute. Il écoute puis il réagit. C'est notre bien entendu. Vous irez voir son épisode. Ouais. Excellent épisode. T'avais quel âge, la Somalie? Somalie, 93. Tu vois, je suis rentré à 22. J'avais 31 ans. Fait qu'il y avait 2 missions qui roulaient en même temps. Il y avait la Bosnie. Ouais. Puis il y avait la Somalie. Ouais. Exactement. T'étais dans ce temps-là avec le... On est arrivé là en décembre 92. Non, premier commando. OK. Régiment aéroporté, on était déployés là au mois de décembre 1992. Qui était le commandant? Du régiment ou du déploiement? Du commando? Ouais. Ah, ben il y avait Serge Labbé qui était commandant du déploiement du groupement tactique de combat. Oui, exact. Serge Labbé. L'as-tu revu? Non, jamais revu. Lieutenant-colonel Mathieu, qui était commandant du régiment aéroporté. Puis le major Charles Pommet était le major commandant du premier commando. OK. Les moustaches. Il y en avait beaucoup qui avaient des moustaches. Des moustaches à la Louis XIV, right? Avec de la cire, là. Fait que tu débarques là, tu as déjà de l'expérience dans l'armée. Ben ouais, j'ai déjà un tour à Chypre en 1986. Puis j'ai l'expérience. Nous autres, en 91, on était supposé aller dans le... Là, mon cerveau va partout. Moi tout, je vais partout. Tu t'es fait pointer à Chypre. À Chypre, je me suis fait pointer. On en parle. On parle de la Somalie. On parle de la Somalie. Okay. Mais en 91... Ouais. En 91, on devait aller au Sahara de l'Ouest. Au Sahara. On devait être déployé au Sahara. Ouais. Une mission des Nations Unies. On a fait tout C'est quoi la mission de la Somalie? La Somalie, ben écoute, il y avait une crise humanitaire. Il y avait une famine, un génocide qui se passait en Somalie. C'était complètement le chaos. Il y avait l'anarchie. Ouais. C'était des guerres de clans. Des seigneurs de guerre divisés entre eux autres, puis qui ont causé une famine. C'était une guerre civile. Une guerre civile. Ouais. Puis les civils, mouraient de faim. Ouais. Parce que la distribution, ils empêchaient la distribution humanitaire. Ils ont coulé même un bateau des Nations Unies avec de l'aide humanitaire dans le port de Mogadiscio. Ils n'ont même pas volé, ils l'ont coulé. Ils l'ont coulé. Et puis... non, c'était le Wild West. Là. Fait que les Nations Unies prennent le mandat. Vous êtes engagés en dessous des Nations Notre Unies. mandat initial devait d'être... Justement, notre mandat initial, quand on s'est entraîné en 80... Le Sahara a été... OK, parce que le Sahara a été cancellé quand on était en congé d'embarquement. Le congé d'embarquement, c'est que tu as fini tout ton entraînement, tu as ton 2 semaines de vacances avant de partir. Finalement, cette mission-là a été cancellée. Puis tout de suite après, pas longtemps après, on décide qu'on s'en va en Somalie. Bon, on va en Somalie, on recommence un autre entraînement pour aller ailleurs. Mm-hmm. Puis là, personne ne le croyait. Ouais. C'est qu'on vrai? Mais là, finalement, puis là, on est prêt à partir en Somalie. On est dans notre congé d'embarquement pour partir fin 92. Les Américains décident qu'ils débarquent à Mogadiscio. Le gros show, man, avec les lumières sur la beach, puis tout le gros landing d'Américains, les Marines débarquent. Du jour au lendemain, la mission n'est plus une mission humanitaire, elle devient une mission de police. Là, il y a un show of force. Un show of force, restore hope, restaurer l'ordre.
Nous autres, on s'en allait en opération de délivrance. Mais d'un coup, là, les Américains, eux autres, c'était Restore Hope. Puis là, ben, les règles d'engagement que nous, on avait été entraînés pour n'existaient plus. Mm-hmm. Là, c'était le feu for all. Ben, voilà, fait qu'on a le régiment, ça arrive en Somalie. La mission a changé. La région où on s'en va a changé. Tout a changé. Les règles d'engagement ont changé. Je te dis, c'est le free for all. Tout c'est l'initiative. Là. C'est du n'importe quoi. Puis il arrivera ce qui arrivera. Roger, merci pour ton service. Je vais dire ça à ce point-là parce que ça va être le temps de tomber dans la portion de deuxième entrevue. Je remercie beaucoup les gens qui ont été à l'écoute du Soundcheck Podcast. Si vous êtes intéressé à plus de contenu, plus de confidence de Roger, je vais vous demander d'aller vous abonner sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et la chaîne YouTube. C'est là où est-ce que l'extra va être placé. En plus de vous abonner au groupe de TVC Basse-Lièvre, l'extra de l'épisode va être placé là. Merci Roger. Un plaisir. On continue ensemble. Les gens comprennent que c'est tout le temps qu'on a à l'écran. Hey, merci d'être là. Et continuez, pour ceux qui supportent toujours ces hommes et ces femmes-là qui ont fait le choix des armes, d'être présents. Continue. C'est quoi l'état d'esprit? Tu arrives là comment? Tu débarques là comment comme soldat? Je suis arrivé là comme caporal. Premièrement, j'ai été promu caporal-chef sur le terrain. Quand on a fini notre cours de chef, nous autres, moi, j'ai fait mon cours de caporal-chef en 88, il y avait trop de caporaux-chefs au 22. Fait que tous les gars du régiment aéroporté qui avaient fait au commando, qui avaient fait leur cours de chef, vu qu'on était dépendant du 22, puis qu'il y avait trop de 22 au régiment, ben on ne pouvait pas être promu. Mais au commando, il nous manquait de chefs. Ouais. Fait qu'on était au Canada, on pouvait être un caporal, c'est ça, employé comme toi ici section. C'est ça, tu dis avec une qualification de leadership sans avoir eu la promotion. C'est ça. OK. Mais en théâtre opérationnel, ben là, ils nous ont donné nos grades. Ouais. Parce que là, ben là, tu es en théâtre opérationnel. Mais tu étais acting le grade qu'on t'avait donné. C'est ça. Ouais. Et puis... Donc, tu devais être motivé. Faut le motiver, man. Dans une position de leadership, en mission. En mission. Tu t'en allais faire ton nom, là. Puis, puis là, c'est une mission où la Somalie, c'était vraiment une mission où tout peut arriver. Tout peut arriver. On s'en va vraiment dans l'inconnu total. On débarque à Mogadiscio. On arrive à Mogadiscio en avion. Et puis, ça devait être un peu semblable comme quand tu arrives à Kandahar, la grosse aéroport avec ça non-stop. Les Américains, tous les pays sont là. Oui, exactement, parce qu'on n'est pas les seuls. Si on n'est pas seuls. C'est une immense gamme. C'est gros, là. Ouais. On débarque de là, on débarque de l'avion, on reçoit on prend nos armes, nos munitions. Puis là c'est pas 10 balles dans le chargeur, là, comme c'est first line ammo. Là. C'est total. Là, grenade, M72, tout le kit. On embarque dans un Hercule. Vous n'alliez pas là pour jouer aux cartes. On s'en allait pas jouer aux cartes. Ouais. Puis là, il t'embarque dans un Hercule. Puis notre mission, c'est d'aller sur une ville qui s'appelle Beledweyne, qui est à peu près à 40 km de la frontière avec l'Éthiopie. On est dans plein milieu du désert, dans le milieu de nowhere. Il nous débarque là, dans le désert. La rampe rouvre, il fait à peu près 60 degrés. C'est le contraire que quand tu arrives dans l'Arctique, là. Il faut que tu fasses ça. Ouais. Mais là, c'est à 60 degrés. Tabarouette fait chaud. Tout le monde a 10 litres d'eau dans leur sac à dos, plus nos munitions puis nos rations. Mm-hmm. Là-bas, on était à ces rations dures. Il n'y avait pas de cuisine. Ration dure. Ration pack. IMP, ration pack. Puis on débarque du Hercule sur une piste d'atterrissage improvisée dans le désert. Et puis, il faut aller établir un camp. On a l'air des nomades. On se creuse un gros trou de section, puis on installe nos outils, nos tapis de sol ensemble en section. Et puis, on creuse une position défensive avec des tranchées tout autour. La menace vient ou la menace peut être partout? La menace peut être partout. Fait que c'est... all-around defense. All-around defense, hein? Boule de feu, tout à dit. Oui, exactement. Merci. Et puis, tous les matins, stand tout d'être tranché. Là. Ouais. Fait que ça, c'est Noël. Puis, je me rappelle, on est arrivé là un petit peu avant Noël. Et puis, je me rappelle, au jour de l'an, on est stand tout. Puis, le major et le judomètre vont d'une tranchée à l'autre pour nous souhaiter bonne année. Ouais. Tu peux te la mettre dans le cul. Oui, puis c'est souvent ça, hein? Puis, tu sais, comme on est là dans le milieu du désert, on n'a pas de fil barbelé pour nous protéger. On n'a aucune protection, à part nos armes puis nos tranchées. Ouais.
Et puis, ça a pris du temps avant que la mission s'organise, si tu veux. C'est quoi le but de la mission? Ouais. Ça a été que ça soit bout, là. clair pour les soldats. On s'en va sécuriser quoi? C'est quoi qu'on clair fait? pour le gouvernement, c'est clair pour les autres instances de l'armée, mais c'est jamais clair pour le monde sur le Ouais, mais plancher. le problème avec la Somalie, c'est que c'était même pas clair au niveau Politique? politique. OK. La mission a changé du jour au lendemain. On est déployé, mais on ne sait même pas qu'est-ce qu'on s'en va faire. Fait que c'est devenu une mission pour restaurer de l'ordre, puis l'anarchie. Puis là, ben, il faut désarmer des milices, il faut nourrir les civils, il faut que l'aide humanitaire soit distribuée sécuritairement. Pour faire passer l'aide humanitaire. C'est ça. Il faut, un peu comme vous avez fait en Afghanistan, il faut remettre irriguer, tu sais, les systèmes d'irrigation marchent pour que l'agriculture faire construire des puits parce que, tu sais, l'aide internationale, favoriser l'aide internationale, développement des ressources, ça fait partie aussi des missions de exactement. l'armée. Les écoles pour les enfants. C'est là que tu crées des liens aussi avec et les que civils. tu ramasses de l'information. Oui. Et puis, une force de police dans la ville. Ouais. Tout institué ça dans Beledweyne, dans le milieu du désert. C'est une ville d'environ 50 000 personnes, quand même assez gros. Ouais. Et puis, fait qu'on est là, puis finalement, de fil en aiguille, la mission se dessine. Mais on n'est jamais sûr de qu'est-ce est notre mission. À un moment donné, nos véhicules blindés arrivent. Je m'en vais à Mogadiscio, tous les chauffeurs, puis les caporaux-chefs, on va à Mogadiscio pour aller déloader les bateaux des véhicules qui arrivent. Ouais. Puis faire un convoi routier back. C'était 2 jours de route pour retourner à Beledweyne. Mais Mogadiscio, c'était doute, là. Ça tirait. C'était OK Corral, là. Ils se tiraient entre eux autres, puis vous étiez pognés au milieu de ça? Ils se tiraient entre eux autres, mais ils tiraient surtout tous les soldats de l'OTAN qu'ils voyaient, là, des Nations Unies. Et puis, je me rappelle, on était dans une gang de caporaux-chefs derrière d'un 2 tonnes et demi, pas de tarp, là, avec une balle dans la chambre. Et puis, les balles sifflaient, man, mais là, on ne savait jamais d'où que ça venait. Puis on s'entend que la protection dans ce type de véhicule-là, c'est de la toile. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Puis là, à un moment donné, je dis, man, il y en a un on va se tirer dans le pied. Là, tout le monde a une balle dans la chambre. Là, puis, puis là, le 2 tonnes et demi s'en va à pleine vitesse à travers la ville. Et puis là, j'ai vu un MP américain sortir un Somalien d'un char puis commencer à le tabasser. Il fallait aller au port. Puis on revenait avec nos véhicules, nos Grizzly qu'on déménageait. Puis après ça, on retournait, on faisait ça. On fait ça pendant quasiment une semaine de temps. Puis après ça, le convoi aussi pour revenir. Mais, puis là, ben, fallait désarmer ces gens-là, ces milices-là. Ça a été un tour où on s'est senti abandonné. On n'avait pas de date de retour. OK. Ça a pris longtemps. Ça, c'est épouvantable. Ça a pris longtemps avant qu'il y ait une date de retour. On n'avait pas de contact avec le monde extérieur. Ça a pris 35 jours avant que j'ai eu un téléphone de 5 minutes pour dire à ma femme que j'allais bien. Ça fonctionnait avec des lettres. C'était les Telsat, là? Oui. Non, mais pour les appels téléphoniques, mais je te parle, il y avait encore le système de lettres. Oui, c'était encore les lettres. Et ça prenait... Les lettres. Puis bien souvent, les Somaliens volaient nos sacs de mal. Ah oui, hein? Ah ouais. Puis le camp était monté facilement infiltrable. Fait que les Somaliens rentraient dans le camp, volaient des affaires, on volait des grenades, on volait des jerrycans, on volait des affaires. C'était de la survie, man. C'était de la survie. On a appris vraiment à dépendre tu sais, la section, là, le peloton, soudé. Soudé comme ça se peut pas parce que si on dépendait juste un de l'autre. Puis nos règles d'engagement étaient tellement nuantes, pas sûres, nébuleuses, qu'on ne sait pas. C'est pas nuancé, c'est juste... Je me fais tirer, je tire dessus. Pas clair. C'était pas clair. Fait que... S'il vole une jerrycan, je le descends-tu? Je tire-tu dessus ou je le tabasse, tu sais? Ben, écoute, je point. Laisse filer parce que je pense qu'il y en a besoin de l'eau. Peut-être. Mais c'était à un point, Steven, que quand on faisait des caches, on saisissait des caches d'armes, qu'on s'était caché des armes en dessous du banc de notre Grizzly, au cas où. Au cas où, mettons, si un de nous autres fait une gaffe de tirer un Somalien puis qu'il n'y avait pas d'armes, pour se backer, parce qu'on savait, on savait très bien qu'il n'y a personne qui nous backerait. Ouais. Fait qu'on n'a jamais... Surtout que politiquement, le conflit, c'était pas clair la position du Canada. Non.
Fait qu'imagine si les médias reprennent qu'un soldat canadien a battu un Somalien. C'est ça. Fait que c'était... Fait qu'il faut qu'on se couvre. Faut qu'on trouve des manières de se couvrir, right? Il y a beaucoup de choses qui me sont arrivées là-bas. Mais quand on parle de tuer ou d'envisager de tuer un Somalien, on comprend que c'est des combattants. Là. Des combattants ou quelqu'un qui t'agresse. Un agresseur. Ouais. Je vais donner la meilleure exemple de ça que j'ai vécu. Je viens de livrer un convoi humanitaire au chef du village. On est dans le milieu d'un village. Tu sais comment c'est des compounds. C'est très similaire à l'Afghanistan quand tu es en Afghanistan. Fait que des compounds, tu as le chef du village. On déload l'arme, on déload notre aide humanitaire. Il faut partager ça entre familles, puis il faut tel kit. On est deux. Vous faites même pas confiance aux dirigeants des villages. Non, on a des interprètes avec nous autres, puis on fait la division, puis on part pas tant que tout n'a pas été divisé, puis que les gens commencent à partir avec leur portion. Parce qu'il y avait de la contrebande. Ce qu'on n'a pas fait dans mon expérience à mon Afghanistan. Il y avait de la contrebande, puis là, il fallait intercepter les contrebandes la nuit. Mais on vient de finir notre job. Je dis, OK, les boys, OK, load up, on monte, on retourne au camp. On est 2 sections, moi et Pat Lajoie. Tu connais-tu Pat Lajoie? J'étais avec Pat Lajoie, là. On est 2 caporaux-chefs avec nos 2 sections. On monte up. J'étais en train de monter sur mon véhicule. Sylvain Bélanger, ça te dit quelque chose? Non. Sylvain Bélanger, moi, ça me prend des photos. Correct. Sylvain Bélanger était mon chauffeur. Il me dit, caporal-chef, il dit, ça se bat au couteau. Je me reviens de bord, man. Le chiard est pogné. C'est un grand couteau tiré, il y a du monde qui glisse des toits des huttes, puis ça sur le dos de l'autre, puis tout. C'est un combat d'armes blanches. Ouais, un combat d'armes blanches, mais on ne sait jamais si quelqu'un va sortir d'une hutte avec un AK-47, de quoi, right? Ouais. Claude Lepage, connais ça? Non plus. Je dis, OK, les gars... Tu sais que tu as eu une vie avant moi que je viens au monde. Ouais, on dismount. Mon Claude et mon C9, mitrailleur. Tout arrive tellement vite. Tu sais comment ça arrive vite, man. Tout arrive tellement vite, puis je dis, OK, Lepage, couvre par là avec ta C9. S'il y a quelqu'un qui sort avec un gun, tu ouvres le feu. Les boys, on fait un cordon, on va aller, on se rapproche de la foule pour contrôler la foule. Pat débarque sa section, on approche de même. Là, il y a un Somalien qui s'en vient vers moi. Couteau en l'air, en courant. Tu vois la rage dans ses yeux. Il est en ligne. Ben, j'ai 2 choses, j'ai 2 options, right? Coup de semonce ou coup de semonce, right? Parce que vous aviez le droit au coup de semonce. On avait le droit au coup de semonce. Ben, moi, j'ai fait tirer une burst. Ouais. Mais là, j'ai tiré une burst, mais peut-être pas si haut que ça. Ouais. Juste au-dessus de la tête. Juste assez proche pour qu'ils comprennent. Ouais. Et puis, il était quoi? Il était de moi à la caméra. Ouais. Il est tombé à terre. Il était pas loin, il a peut-être 10 pieds. Ouais. Il s'en vient en courant vers moi. Là. Ouais. Il tombe à terre. Je le désarme. Pas gentiment. Je le désarme. Puis de son couteau, je le libère de son couteau. Et puis je vois Pat en train de se tirailler, d'essayer de mettre un Somalien à terre, même situation. On s'aide un l'autre. On désarme ces gens-là. Et puis, à ce moment-là, j'ai dit, tabarouette, j'avais eu la chance, pas la chance, mais j'avais une occasion là que j'aurais pu prendre une vie humaine. Puis ça aurait été légitime pour moi de le faire. Oui, tu étais dans un dilemme éthique, même avec toute la légitimité que tu avais de tirer. Puis tu vois, j'ai quand même eu le réflexe de tirer en haut de sa tête. Mais s'il avait fait un pas ou 2 de plus, la deuxième burst, elle n'aurait pas été au-dessus. Right? J'ai donné une chance. Mais j'ai mis ma vie dans danger dans cette chance-là. Puis ça, c'est dans le modèle d'utilisation de la force, quelqu'un avec un couteau je pense que c'est 7 pieds. Ouais. Peut être une menace pour ta vie. Peut être une menace pour ma vie, right. Je me rappellerai toujours quand j'ai fait mon rapport de patrouille. Après ça, le major me dit la prochaine fois, fixe ta baïonnette. J'ai dit, t'es malade. Ça va être plus long. Les webbings qu'on avait dans ce temps-là. Ben non. Attends, gros. Ça sortait jamais. J'avais le temps de mettre ta baïonnette. C'est ridicule. De toute façon, c'est ça s'il y a clip. Non, major, on n'est pas à chip, là. Mais j'aurais pu prendre une vie. Et puis,
Dans le fond, je pense que je suis content de ne pas l'avoir pris, cette vie-là. Mais j'aurais pu la prendre. Puis, c'est pour ça, mais ça m'a toujours resté marqué. Ce moment-là, je ne l'oublierai jamais. Ça a duré 1 seconde, 2 secondes. Il y a eu d'autres occasions similaires à ça qui sont arrivées. Puis, c'est quelque chose d'être un vétéran, d'être un militaire. On est les seuls, nous autres, puis la police, d'avoir droit de vie ou de mort sur des individus. C'est à nous autres à utiliser notre jugement quand c'est le temps de le faire ou pas. Puis quand tu es dans une situation d'une mission confuse où... parce qu'il y a des gens qui ont commis des actes là-bas qui ont été la cause pourquoi le régiment aéroporté n'existe plus. C'est important d'être capable d'avoir la présence d'esprit, le jugement, de prendre la bonne décision au bon moment. Mais c'est pas toujours évident. C'est pas toujours facile. Puis des fois, il faut qu'on vive avec les conséquences. Ouais. Surtout quand tu sais que tu es dans un environnement chaotique. Ouais. Tu bénéficies de... Comment je pourrais dire ça? D'une inhibition cachée par justement ce chaos-là qui peut te faire penser que tu peux prendre des actions qui ne sont pas légitimes. C'est ce qui a causé un peu la perte du régiment. C'est ce qui a posé un peu la perte du régiment. Ouais. Des gens qui ont... Il y avait une différence de leadership. Tu sais, on parle de leadership, là, comment important le leadership est à tous les niveaux. Et puis, le problème du régiment aéroporté, c'est qu'au niveau bataillon, si on veut, commande bataillon, il n'y avait pas de leadership. Fait que chaque commando était un peu laissé à eux-mêmes. Nous autres, on a eu la chance d'avoir le major Pommet. Il a été critiqué pour beaucoup de choses, le major Pommet, mais il y a une chose que je vais lui donner. Il a toujours gardé une grippe sur ses hommes. Et puis, il a jamais... Puis quand il revenait avec quand il allait à des groupes d'ordre où que c'était nuancé, là, justement, qu'il y avait de la... c'est quoi la règle d'engagement dans cette situation-là? Là? Lui, là, j'ai admiré ça de lui. Il passait pas les ordres au lieutenant de peloton pour pas qu'il y ait d'interprétation. Il rassemblait tout le monde. Il dit « All right ». Il dit « Je me fous qu'est-ce que les autres vont faire. » Ici, c'est de même, ça va marcher. Parce qu'il y a d'autres places que c'est hors contrôle. Mais ça, au commando, exemple, premier commando, il n'y a personne qui va tirer un Somalien parce qu'il part avec une jerrycan d'eau. Il dit, vous allez l'attraper, vous pouvez le tabasser un peu, puis on va le donner à la police militaire. Puis eux autres s'en occuperont. Mais il y avait d'autres places que les ordres étaient différents. Puis quand le major Pommet revenait de cette d'ordre, qui avait entendu des affaires comme tabarouette, pour croire qu'il voulait laisser faire ça, il dit non, ici, ça ne marchera pas de même. Puis je suis content qu'il ait fait ça, parce qu'on est probablement de la sous-unité qui est revenue avec la tête haute. À cause de votre comportement. À cause de votre comportement, mais à cause aussi de son leadership. Donc, de par son leadership, il a empêché des avaries, on va dire ça comme ça. On va dire ça de même, oui. Il a empêché du monde de commettre des crimes de guerre. Oui. Hein, on va me dire les mots comme ils sont. Oui, c'est des crimes de guerre. Ouais, c'est des crimes de guerre. Parce qu'un jeune de 16 ans qui est torturé à mort, là, qui est capturé puis torturé à mort dans un bunker, là, ça, c'est un crime de guerre. Oui. Ouais, pour vivre avec ça, vrai? Oui. Puis tu vois, pourquoi je ne suis jamais revenu de la Somalie? C'est justement à cause de cette affaire-là. On n'est jamais revenu de la Somalie parce qu'on est revenu en disgrâce. On est revenu comme des criminels. À cause des actions de quelques individus, tout le monde est revenu teinté. On était dans tous les médias comme étant on était tous des bandits puis des criminels. Incontrôlables. Incontrôlables. Moi, je suis débarqué de l'avion. Quand j'étais Meg, man. On était sur ration dure comme l'IMP pendant 6 mois. Puis il faisait chaud. Débarqué de l'avion de mon tour de Somalie. Mon comité d'accueil, c'est la police militaire. J'avais rien fait, moi, pour dire que j'avais fait quelque chose de déshonorable. Mais il fallait que tu passes par l'entrevue interrogatoire. Même pas. Non, c'était pas. Non? C'était juste une escorte. On débarquait de l'avion. Je pensais que les enquêtes avaient commencé. Les enquêtes avaient commencé. Moi, j'ai témoigné 2 fois à Ottawa pour les enquêtes. Mais ils nous ont débarqué de l'avion escortés dans un hangar. Faire s'assurer qu'on ne parle pas à personne puis qu'on ne voit pas personne. Ben ouais, j'arrive de 6 mois de déploiement, même dans le désert. Ouais. Même pas le droit d'aller aux toilettes. Fait que là, il y a des MP devant les portes du hangar qui donnent au terminal où il y a des toilettes.
Non, pas de toilette dans l'hangar. On se fait dire, vous attendez bienvenue back au Canada, vous attendez l'autobus. Quand l'autobus arrive, vous me rentrez dedans, vous montez à Pitawawa. OK. Là, moi, j'ai envie. Faut que j'aille aux toilettes. Mm-hmm. Ah, t'as pas le droit d'aller aux toilettes, t'attends l'autobus. Non, pas de trouble, le gros, m'a pissé sa jambe. Ouais. Fait que je commence. Je m'en allais pisser sa jambe. Il dit, OK, c'est beau, on va. Fait que moi, j'arrive d'un déploiement, d'avoir servi mon pays. C'était pourquoi? Pourquoi il faisait ça? Parce que justement, il y avait une enquête à cause du meurtre là, qui est arrivé de ce jeune Somalien-là. Ouais. Puis là, j'étais escorté par 2 MP, man, pour aller aux toilettes. Mm. Puis quand je débarque de l'autobus chez nous, ma femme m'attendait avec ma fille, ma petite fille de 4 ans. Mm-hmm. Puis il y a une journaliste qui vient, qui demande à ma femme, comment vous vous sentez de savoir que peut-être votre mari a tué des enfants, des femmes et des enfants? Ça, Fait que là, j'ai dit, bébé, let's go, on rentre à la maison avant que j'y arrache la tête. Tantôt, on a eu. On a été abandonnés, man. Le régiment complet a été abandonné. On a vécu avec cette tâche-là sur notre carrière tout le long de notre carrière. Mm-hmm. Tout le long du restant de ma carrière, j'ai essayé de prouver que j'étais pas ce qu'ils disaient qu'on était. Je vis encore avec ça. Quand je suis revenu, Mike a parlé de la boîte de céréales tantôt. Mm-hmm. J'étais dans la cuisine chez nous. Je venais d'arriver de la Somalie, peut-être même pas une semaine que j'étais à la maison. Ma fille Véronique, qui avait peut-être 10 ans, elle veut pas manger. Qu'est-ce qu'il y a sur la table? J'ai fait une crise, mon homme. Je me suis levé de table, je l'ai pogné par un pied, elle sauvait de moi, puis je l'ai traîné dans la cuisine comme un enragé. Il y a du monde qui crève de faim, puis toi, tu vas pas manger. Okay? J'étais hors de moi, puis j'étais pas hors contrôle. Je réalisais même pas qu'est-ce que j'étais en train de faire. La même semaine, je vais pour m'acheter un char, puis je sens que le gars veut me crosser de 500$, je vire le bureau à l'envers. Mm-hmm. Puis le gars, il a quasiment appelé la police, man. J'étais dans un état de rage d'avoir été abandonné, d'avoir manqué de tous les conforts de la vie, d'avoir mis ma vie en danger, d'avoir essayé de sauver du monde, puis pas été capable, de pas savoir c'était quoi ma mission claire, d'avoir des conflits avec du monde des fois qui n'avaient pas les mêmes visions que moi. Ouais. Tout ce stress-là, et puis là, on arrive au Canada, puis on est traités comme des bandits. J'ai encore ça sur le cœur, je l'ai encore. Mm. Anyway. Dans le fond, ce avec quoi tu te valorisais, tu t'es valorisé toute ta vie, venait de plus avoir de sens à cause des actions de quelques individus qui étaient des criminels, dans le fond. Ouais. Ou qui ont décidé de devenir des criminels. Ils ont décidé de devenir des criminels. Ils n'étaient peut-être pas au départ. Ouais. Puis toi, ben, tu avais cette étiquette-là. Tout le monde l'a tous. C'est ça l'affaire. Mm. C'est qu'au du moment que le monde savent que tu as servi au régiment, regarde, même il y a des jeunes de Seesaw aujourd'hui, on parlait du régiment opéral. J'étais à une parade du jour du souvenir dans ma ville où j'habite. Je suis avec mon blazer marron, mes médailles. Puis je vois un jeune avec un béret tan. Je dis, hey, c'est force spéciale. J'étais force spéciale. Hey, je dis, hey, gros, merci pour ton service. Il me regarde, t'étais un de ceux-là. Un de quoi? On vous connaît, on sait qu'est-ce que. Les Airborne, c'est quoi vous étiez? Ouais. J'ai dit, c'est quoi qu'il vous raconte, man? J'ai dit, savais-tu que tous les originaux là, de ton régiment, c'est tous des gars de mon régiment? C'est nous autres qui avons formé votre régiment. C'est ça? Fait que, mais il y a cette perception-là. On parle de préjugés, de perception. Il y a tellement d'affaires qu'on peut parler, Steven. Merci d'en parler. Ouais. Écoute, c'est une mission méconnue. Je pense que les gens peuvent comprendre pourquoi cette mission-là est méconnue. Ouais. Un jour, il va falloir que plus de gars comme toi, je pense, parlent de façon publique de
de ces sévices-là que ces crimes de guerre-là qui ont été faits et que justement, ça n'a pas été fait par un régiment, ça n'a pas été fait par une collectivité, mais c'est plus des décisions. Des individus. Puis je m'en vais pas excuser en disant ça, mais dans le feu de l'action, les émotions qui peuvent être vécues, puis les actions qui sont prises, les décisions qui sont prises, ça peut ne pas être facile non plus. J'excuse en rien. Écoute, il y a beaucoup de facteurs. Hein. Il y a le facteur, que la mission n'est pas claire. Il y a le facteur, on n'a pas parlé, mais il y a beaucoup de monde qui... il y a des effets secondaires de la mifloquine, peut-être mélangés avec C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, puis il y a un recours collectif sur la mifloquine. Il y a un recours collectif là-dessus. Moi, j'ai décidé de prendre la Malarone. OK. Parce que j'avais entendu, tu sais, nous autres, on était les cochons d'Inde, les guinea pigs de la mifloquine. Là, on parle de la médication contre la malaria. Contre la malaria. Oui, exactement. On a été le premier contingent à avoir à prendre la mifloquine. C'était une parade obligatoire. Il fallait la prendre devant le médic. Prendre la pilule. Prendre la pilule, gorgée d'eau. OK, contre la langue. C'est ça. Puis, c'était une drogue. Je ne suis pas un expert là-dedans. Non. Mais c'était une drogue qui n'était pas connue, qui était soi-disant expérimentale. Mais ça a été, à travers les recherches après ça, ils ont dit que ça pouvait rendre dépressif ou ça pouvait rendre agressif. T'as-tu des cauchemars? Oui. Oui, ça faisait faire des cauchemars. Quand on prenait cette pilule-là, t'allais te coucher, là, puis c'était 24 heures de fièvre, puis de frissons. Parce que dans le fond, ils t'injectent un peu la maladie, puis à ton époque, c'était expérimental, comme tu l'as dit. Expérimental. Il y avait encore, on l'a pris pour l'Afghanistan, puis il y avait encore des gros symptômes. Ouais. Fait que là, ben écoute, ces gens-là qui ont commis ces actes-là, est-ce que ça a été un peu influencé par ça, mélangé avec l'alcool? Parce qu'on avait le droit à 2 bières par jour, right? 2 bières par jour, ben tu vas chercher tes 2 bières, ça veut pas dire que tu vas les boire ce jour-là. Ouais, ça veut pas dire que tes chums t'en donneront pas les 2 autres, ou que t'en achèteras pas, ou quelqu'un ne devra pas une faveur. Fait qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent avoir joué en cause que ces événements-là sont arrivés. Est-ce que vous étiez intoxiqué durant les opérations des fois? Intoxiqué? Oui. Pas moi. Est-ce que ces crimes de guerre-là peuvent avoir été causés sous l'intoxication? Définitivement. Okay. Définitivement. Ces gars-là... Encore là, on n'excuse rien. On fait juste... Non. Mais ces gars-là n'étaient pas à jeun quand ils ont commis ces actes-là. C'était mifloquine, alcool, peut-être d'autres drogues avec. Ouais. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a été témoin de ces actions-là qui, aujourd'hui, doivent vivre avec ça sa conscience? Tu sais, tu témoignes qu'une étiquette attitrée à une organisation, ça fait mal parce que c'est pas toi. Ouais. Mais il y a des gens... Il y a des gens qui étaient témoins, qui n'ont pas parlé, qui n'ont pas pris d'action. C'est dur à vivre avec, ça. Oui, exactement. Oui, j'en connais. Je ne sais pas si on est capable de se pardonner un jour de ne pas avoir pris action dans quelque chose qui, après coup, tu réalises tabarnak, ça n'avait pas de bon sens. Ouais, j'aurais dû faire de quoi. Puis je pense que c'est un peu notre responsabilité aussi de faire de quoi. Ouais. Écoute, parce que Wally me témoignait ça, qui était témoin de crimes de guerre, même si, je vais dire, les lois de la guerre s'appliquaient plus ou moins à son implication dans le conflit, mais d'être témoin de crimes de guerre par du monde dans ta propre unité, que ça confonde tes valeurs. Oui, absolument. Ouais. Sur le coup, ça doit être difficile. Mais après, avec la conscience, avec le recul, avec... C'est épouvantable. Non, je ne voudrais pas avoir à vivre avec ça. J'ai eu la chance... j'ai été chanceux. Finalement, j'ai été chanceux. J'avais une bonne section. On avait un bon peloton. Ouais. Et puis, je pense que tout repose, le leadership junior, c'est l'importance de comprendre c'est quoi le leadership. C'est quoi la responsabilité d'un leader. Tu n'es pas un leader. Pas parce que tu mets un grade sur un épaule que tout d'un coup, tu es un leader. C'est là que je m'en allais. Ouais. Tu penses-tu que ces leaders-là
aujourd'hui pensent qu'ils ont échoué, que ces hommes-là aient, en dessous de leur leadership, en dessous de leur, je vais dire, de leur endoctrinement, éducation, pédagogie, aient quand même agi comme ça. T'imagines-tu? Il doit avoir une responsabilité. Sous mon leadership, ils ont fait sont ça. allés faire ça. Moi, j'aurais de la misère avec ma conscience si ça avait été mes hommes. Et tu dois te questionner sur comment je les ai formés, ce monde-là. Là. Ouais. C'est un échec personnel, dans le fond, parce que j'ai pas... Parce que toi, tu l'as dit, j'ai servi avec un homme d'honneur. Ouais. Vous êtes devenus des hommes d'honneur. Ouais. J'imagine que le commandement des hommes qui ont fait ça ne doivent pas se sentir vraiment des hommes d'honneur. Ou du moins, si ça a été fait dans un contexte où est-ce que ils ont eu le meilleur entraînement, la meilleure comment je pourrais dire ça? Le meilleur exemple, puis quand même, c'était des pommes-pourrites qui ont décidé de... Ouais, tu sais, écoute, on a parlé avec Mike, quand j'écoutais l'entrevue tantôt, on a parlé de toutes sortes d'affaires. Tu sais, quand tu arrives dans une section, un peloton, puis ton sergent te dit de faire des affaires que tu sais, c'est pas correct, mais je le fais. Illégitime, un ordre illégitime. Mon sergent m'a dit de le faire. Ouais. Right? J'en ai fait des affaires similaires aussi. Mais à travers, c'est ça l'affaire, c'est que moi, j'ai décidé trop dans ma carrière que quand je voyais des affaires, si je voyais mon caporal-chef, mon sergent, mon adjudant me donner un exemple de leadership, que ce soit un bon exemple de leadership ou un mauvais exemple de leadership. Puis je me disais, OK, ça, c'est quelque chose que je ne ferais pas. Puis lui, oui, c'est quelque chose, je veux être comme lui. On a tout du monde de même, hein, des mentors. Moi, je veux être comme lui. Ouais. Puis c'est ça, c'est notre conscience personnelle à décider. Parce que moi, j'ai payé, je vais les faire payer. Ça, c'était pas dans mon livre à moi. Si j'ai payé pour des niaiseries, moi, je les fais pas faire, ces niaiseries-là à maison. C'était une culture. C'était la culture de l'armée. C'est ça. Ouais. Moi, j'ai souffert. Vous allez souffrir. Même si vous n'avez pas besoin de souffrir, vous allez vivre ce que j'ai vécu. Puis là, moi, je disais, pourquoi je fais ça, man? C'est quoi cette idée-là? Je ferais pas faire ça, moi, à maison. Puis j'en ai pogné. J'étais instructeur aux recrues pendant 3 ans. Tu sais, puis j'en ai eu des jeunes caporal-chefs qui arrivaient, là, plein man, qui voulaient faire souffrir les troupes pour mes jeunes recrues pour rien, là. Des change parades, montent, descendent les marches, pètent. Là, moi, quand j'étais adjoint de peloton de recrues, là, des change parades, il n'y en aura pas ici dans mon peloton. Puis des affaires de faire pomper mes jeunes là, dans des trous d'eau puis les faire crawler à 4h30. Le vendredi. Je dis non. Le power trip. Le power trip. Ouais. Non, ça marche pas. Dans mon livre à moi, ça marche pas. Puis j'ai dit, vous allez rien faire que vous autres, vous n'êtes pas capable de faire. Moi, quand je pompe, là, je suis capable d'en faire des push-ups. Fait que quand ils font des push-ups avec moi, ils savent en dessus. Mais je les fais avec eux autres. Puis à chaque push-up, je leur dis, savez-vous pourquoi qu'on pompe? C'est du vrai leadership. Pourquoi qu'on fait ça? Pourquoi qu'on est en train de pomper? Il y avait toujours une leçon à retenir. Puis, écoute, j'ai adoré mon expérience d'instructeur. Puis je me donnais tellement à mes recrues là, qu'à chaque fois que je mettais un peloton dans l'autobus, je m'en allais chez nous, je prenais un bain, puis je pleurais. Je pleurais parce que pour moi, c'était mes enfants. Tu étais fier? J'étais fier de ce que j'avais donné. Je m'étais vidé pour ces jeunes-là. Tu voulais qu'ils deviennent des meilleures versions de soldats encore, tu sais? Puis j'ai encore des contacts avec mes recrues. Puis là, lundi, on allait chercher une autre gang, puis on recommençait. Et moi, là, je mettais un peloton sur l'autobus vendredi matin, puis dimanche, j'étais à l'aéroport pour pogner mon autre gang. Puis là, c'était des fuck-out jusqu'à temps qu'ils deviennent des bons soldats parce que c'est toi qui les avais formés. Yes, sir! T'as rencontré ta femme. T'as rencontré ta femme dans ton deuxième métier. Ouais. Est-ce qu'elle était image tech aussi? Technicienne d'imagerie, oui. OK, technicienne d'imagerie aussi. Aujourd'hui, tu es encore avec? Ça fait combien d'années? Ça va faire 20 ans au mois de janvier. OK. Vous avez combien d'enfants? On a des jumeaux de 14 ans. OK. Tantôt, tu disais que tu avais 4 enfants? J'ai eu 4 de mon premier mariage. OK. Donc, 6 enfants au total? Ouais. Wow. C'est beau? 11 petits-enfants. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais tu as toujours été familial. Oui, je pense. Ta femme t'a supporté. On l'a entendu tantôt, ta mission en Somalie. D'entendre le gouvernement pas trop sûr de sa position. Ouais. Tout ce qui a pu être dit aussi sur les Forces armées canadiennes dans les opérations. Tu donnes pas de message ou tu as un appel à un moment donné dans la mission. Elle te supporte tout ce temps-là. Oui. Puis c'est ça.
Puis c'est ça, Sans savoir quand est-ce que tu vas être à la maison, Non. sans savoir si tu es en sécurité, Non. sans savoir si toi, justement, comme la question qu'elle s'est fait poser, si toi, tu étais dans les personnes qui avaient Qui ont fait... tué des Ouais. innocents. Puis cette femme-là, Mais elle te supporte j'ai toujours. un respect énorme pour cette femme-là. Notre relation n'a pas duré. Alright? Puis je savais même pas que je faisais du PTSD. Hmm. Fait qu'on... Je savais pas, man. C'est peut-être la cause de pourquoi mon premier mariage n'a pas fonctionné. Peut-être. Peut-être que non, peut-être que oui. Mais moi puis elle, on s'est jamais retrouvés comme avant. Parce que tu n'étais pas comme avant. C'est jamais... Non, parce que j'ai 4 déploiements. Puis à chaque déploiement, tu ne reviens jamais le même homme. Tu sais comment tu t'en vas, tu sais pas comment tu reviens. Puis bon, j'ai fait des choses, peut-être que je suis pas toujours fier des choses que j'ai faites, qui ont brisé mon mariage. Mais c'est difficile, on est toujours dur avec nous autres mêmes. Hein? On se regarde dans le miroir, puis on se dit, tout est un être rare. C'est ça. Pourquoi tu as fait ça? Puis on réalise pas qu'on a vécu des choses qui sont pas normales. Notre réaction est normale face aux choses qu'on a vécues, mais elle n'est pas normale. Puis quand j'ai pris ma retraite en 2016, mon épouse que j'adore, Isabelle, elle est encore très forte quand j'ai pris ma retraite. Celle avec qui ça fait... Avec qui je suis en ce moment. Ouais. Je recommence ma vie avec Isabelle. C'est quoi son métier à Isabelle? C'est Image Tech. OK. Ça. Encore? Aujourd'hui? Non, elle est retraitée aujourd'hui en 2022. OK. Elle est une vétérane maintenant. Elle est dans le même club que toi. Ouais, mais en 2016, en 2016, je viens de prendre ma retraite, puis le gars d'ancien combattant vient chez nous avec mon dossier médical. Ouais. Il rentre chez nous avec mon dossier médical gros de même, man. Ouais. Puis là, on passe à travers mon dossier médical. T'as cassé les jambes, t'as cassé le dos, t'as cassé les ci, j'ai à peu près cassé à peu près tout. T'as-tu fait une demande pour ça, pour ça? Je dis, ouais, j'ai des demandes en cours, blablabla. Je dis, oh, t'as des déploiements spéciaux. Oh, tabarouette, t'es en semaine. Ouais. T'as-tu déjà fait une évaluation de PTSD? Non. Ah non? Pourquoi? Pas besoin. Comment ça, pas besoin? Non, tout va bien. C'est bien beau, c'est go, top shape. Ah. Ben, il dit, si jamais tu changes d'idée, juste à me le dire, on peut t'envoyer faire une évaluation. Fait que c'était pas obligatoire, c'était aléatoire. Non, c'était pas obligatoire. C'était sur une base de là, moi, non, inquiète-toi pas de ça, le gros, tout va bien. Fait que là, ça arrive de travailler, le soir, j'y raconte ça. Il m'a demandé si j'avais de la misère avec PTSD. Je dis, ah non, rien là, tout va bien, tout est beau. Pour les filles. Elle dit, là, tu pognes le téléphone, puis tu l'appelles tout de suite, puis elle dit, tu veux te faire évaluer. Voilà, qu'est-ce que tu racontes? Puis là, elle dit, ben, gars, il y a ça. Ta patience, tes réactions, c'est pas normal. Ben, voyons donc, qu'est-ce que tu racontes? Ben, tabarouette. 2 ans de thérapie de psychologue. Pour me vider le cœur de toutes les choses que j'avais accumulées. Les émotions foulées. Toutes ces années. Ouais. Les émotions foulées. Justement, le sentiment d'abandon, ça ne m'a jamais laissé. Cette drive-là, regarde, Bravery in Arms, ça me prend une mission. Je suis orienté vers une mission. Il faut que ma tête tourne tout le temps. Si j'arrête d'avoir une mission, ma tête va tourner dans le négatif, dans le noir. J'ai passé par le noir. J'ai passé proche comme Mike. Puis, je veux pas retourner là. Fait qu'il faut que je me garde ma main occupée. Puis, ce que je fais me valorise, me donne une mission, me donne un purpose, un sens, comme quoi je fais encore ma part. Ouais. Comme un peu toi, Steven. Un peu toi. Tu continues à servir, tu contribues, tu as ta mission. Mais c'est ça qui nous maintient, nous autres, on a besoin de ça. Moi, j'aime ça dire que je me donne la permission d'exister. C'est la place publique. Ouais. Puis si ça motive certaines personnes, si ça en inspire d'autres, tant mieux. Mais à la base, je le fais pour moi. Je le fais pour moi, mais je réalise que collectivement, on a besoin de serrer les coudes. Ouais. Collectivement, on a besoin de se donner une tape dans le dos, d'exister, puis pas juste d'exister, mais de se valoriser. Oui, je le fais. Oui, t'as raison. T'as raison, à ma façon.
Tu sais, on peut décrocher du militaire. Je ne retournerai pas dans les forces. Il faut être réaliste à un moment donné. Tu ne peux pas retourner dans les forces. Tu ne peux pas retourner en arrière. Juste avec les capacités physiques. Fait qu'on peut regarder. Puis, en fait, j'en parle souvent, on peut garder un œil vers le passé, mais l'utiliser comme un compas pour notre futur. Mm. Parce qu'on a un bagage d'expérience qui est immense. Mm. Fait que moi, je regarde vers l'avant, puis j'adore ce que je fais. Ça Mm. me passionne. Puis c'est cette passion-là, en fait, peut-être qui me garde en vie. Est-ce que tu peins à tous les jours? Ouais. Presque tous les jours, ouais. C'est cool. C'est cool parce que c'est au travers des arts, qu'on réalise qu'on était peut-être plus artiste qu'on voulait l'être au recrue. De moi de dire que je me souviens, un des tests de personnalité pour rentrer au Force spéciale, c'est marqué: est-ce que vous prenez du plaisir à regarder les feuilles voler dans le vent? Je peux pas dire ça. Je suis pas un artiste. Ils me prendront pas. Pas en tout, je regarde pas ça. Ça m'intéresse pas. Tu comprends-tu? Okay. Fausser des tests de personnalité. Ouais. Pour rentrer dans les standards. Je suis allé jusque-là. Où est-ce que je voulais aller avec ta femme? C'est ta première femme t'a beaucoup supporté, t'a dit que tu étais fonctionnel même si tu avais un problème de santé mentale. Puis je pense qu'on a été plusieurs à être fonctionnels, puis pas juste être fonctionnel, performant. Parce que quand tu as l'hypervigilance, là, tu deviens pratiquement un super soldat. Ouais. Ça, c'est très, très, très positif. Puis ça, comment je pourrais dire ça? Tu n'avais pas d'avance les autres parce que justement, tu es allumé en tabarouette. Ouais. Mais tout ce temps-là, la maladie se développe. La maladie se développe. C'est là, mais tu t'en rends pas compte. Exact. Parce que tu es toujours dans l'engrenage. Mais le jour que tu enlèves ton uniforme, moi, c'est ça qui m'est arrivé. Tu sais, quand je t'ai dit, j'ai travaillé, moi, j'ai formé le gars qui m'a remplacé au service au personnel. Là. Ouais. J'ai été avec lui jusqu'à la dernière journée. Là. Demain, je donne ma carte d'identité. Là, tu sais. La dernière journée, j'ai aidé à le former pour être sûr qu'il allait faire sa job comme il faut. Ouais. Mais moi, après ça, là, je suis rendu... Quand tu donnes tes 404, là, tu te rends compte que tu peux même plus chauffer. 404 qui sont des permis de conduire de l'armée. Là. Ouais. Là, t'es 404. Le jour que j'ai donné ma 404, OK, aujourd'hui, hier, je pouvais chauffer à peu près tout ce qu'il y avait des roues des forces canadiennes. Ouais. À partir de maintenant, je ne peux plus chauffer rien pendant tout. Mais là, tu arrives chez vous, là, puis là, bon, OK, c'est quoi que je fais aujourd'hui, là? C'est quoi je fais, là? Fait, faut que j'aille une mission, moi, là. Ça me prend de quoi faire. Ouais. Je peux pas rester là à rien faire. Je vais virer fou. C'est pour ça qu'Issa, elle a dit, là, t'appelles le gars tout de suite. parce que ça commençait à me démanger. Ouais. Puis là, je dis, OK, ben écoute, moi, je sais faire de la peinture. J'aime faire de la peinture. J'aime l'histoire. Ben, je vais en faire ma raison d'être. Ouais. Mon BIA, mon... Est-ce que tu invites d'autres vétérans avec toi dans cette mission-là, dans ce produit-là artistique? Hey, sais-tu quoi? C'est que pas encore là. Je suis pas là encore, okay. Mais il y a un colonel à la retraite en Colombie-Britannique, Chris Hannabury, qui fait il fait de l'art-thérapie. Oui. Fait que comme si tu es un vétéran et que tu aimerais ça t'essayer dans la peinture, ils ont une ferme, eux autres, où tu peux aller puis passer des fins de semaine, faire des séminaires d'art. Ouais. J'aimerais ça m'impliquer dans des affaires de même. J'aimerais ça pouvoir partager avec d'autres vétérans. Puis parce que une des raisons pourquoi j'ai toujours continué à peindre, j'ai fait une peinture de la Somalie en 2000 quand j'étais instructeur au recrue. Parce que là, je vivais toujours avec ça, puis il faut encore que je prouve que je suis pas un étron, puis patati patata. Fait que là, j'ai commencé, OK, il faut que je fasse une peinture de la Somalie. Fait que je me suis assis devant un tableau. Un tableau, un gros tableau. Je pense qu'il est 4 pieds par 6 pieds. 5 par 5. Une grosse toile. Une grosse toile. Puis j'ai commencé à peindre. Puis j'ai peint ma toile de la Somalie. Puis là, chaque jour que je peignais, la couleur du sable, je pouvais sentir le sable, la chaleur, l'odeur. Tout me revenait à chaque jour. J'ai revécu chaque jour. J'étais après faire de l'exposure thérapie au travers de... Sans le savoir. Ouais. Puis j'ai peint, puis je peignais, puis je broyais. Je peignais, puis j'étais en tabarnak. Puis je peignais, puis je continuais à peindre. OK, je suis rendu là. OK, là, ça, le saut en parachute. OK, ça, c'est moi sur mon véhicule avec mon masque. J'ai regardé, j'ai fini ma peinture, ça m'a pris 2 mois à peindre. Fait que pendant 2 mois, j'ai retourné en Somalie à chaque jour. Puis à la fin de la peinture, j'ai signé mon nom en bas. Puis je pensais, mais pendant un bon bout,
J'ai dit, OK, là, je ferme le livre. C'est fini, on en parle. Fait que tu as commencé à faire une forme... T'amorçais ton deuil. J'ai amorcé mon deuil de ce que j'avais vécu. Puis cette peinture-là, je l'ai dévoilée à Pitawawa, à la librairie municipale. On a fait il y avait une cérémonie. Puis la cérémonie de dévoilement, il y avait des vétérans de la Somalie qui étaient là. Il y a eu une petite affaire de mini-conférence de presse. Somalie, on n'en parle pas fort. Puis là, il y avait un gars, je me rappellerai toujours, il y avait un gars qui était devant la toile, puis qui fixait ma toile, puis qui la regardait. Puis qui était fixé là, il était figé là, man, puis il regardait ma toile. Puis là, je l'ai vu commencer à trembler. Fait que là, j'ai arrêté de parler avec le monde. J'étais allé le voir, il m'a mis sur l'épaule, j'ai dit, I know how you feel, man. It's like being there. Ouais. Il dit, c'est pour ça que je l'ai fait. It's done. Preach. Let it go. Puis tu sais, cette toile-là maintenant est au musée de la Citadelle à Valcartier. Je l'ai donnée à la Citadelle. Mais c'est ça la force de l'art dans la thérapie. J'aimerais ça pouvoir partager ça avec d'autres artistes. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable d'être fier de cette mission-là? Ta mission, tu l'as faite honorablement. Ouais. Est-ce que je suis fier je suis fier d'avoir fait ça. Je suis fier d'avoir survécu ça. Je suis fier d'avoir eu finalement, avouer que j'ai eu la force de passer à travers. Je suis fier d'avoir été revenu sans tâche. Puis d'avoir été capable, à travers ma carrière, de prouver que j'étais pas qu'est-ce qu'ils disaient qu'on était. Ça a toujours été le but de outperform, tu sais. Ouais. Puis une affaire, en fait, que j'aime de cette médaille-là, je sais pas si tu as remarqué les vétérans de la Somalie. Puis en aucun cas, je veux dénigrer les missions de combat qu'il y a eu en Afghanistan. C'est vraiment pas mon but, là. Mais ce que j'ai remarqué qu'il y a des vétérans de la Somalie, que la médaille de Somalie est devant la médaille d'Afghanistan. Devant l'étoile de campagne? Devant l'étoile de campagne. Je pense que c'est la seule médaille qui va devant l'étoile de campagne. Puis je suis comme, what the fuck, man? Comment ça? Je comprends pas. Je sais pas pourquoi c'est ça là. Je sais pas, je connais pas le protocole. Normalement, c'est puis c'est vrai, l'étoile de campagne devrait être prioritaire. D'après moi, l'étoile de campagne devrait être prioritaire. Mais pour que je sais pas je connais pas la raison. Si on connaît la raison, placez-le en commentaire. Ce serait intéressant de le savoir. La raison. La médaille de Somalie. Marc Dauphin va nous informer. Marc Dauphin. Tu vas le recevoir, by the way. Fait que je pense que de voir ça, ça m'aide à réconcilier un peu comment tu dis ça, mon nez? Ben, qu'on n'essaye pas de la cacher. Ouais. Mais ouais. Fait que, écoute. Je suis fier des années que j'ai servi. Merci pour ton service. Roger Chabot, merci infiniment. On est des amis pour le restant de notre vie. Merci d'être venu témoigner. Merci de faire partie de cette communauté-là et merci d'être une voix pour la communauté. Je pense qu'on va y arriver à quelque chose. Je pense qu'on va arriver à être reconnu pour ce qu'on a fait avec honneur et je souhaite que ça résonne dans la communauté. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute du Soundcheck Podcast. On se voit pour un autre épisode et je vous aime beaucoup. Ciao! Ouais, on vous aime.